L'Antarctique était autrefois une terre verdoyante peuplée de dinosaures. Mais c'est maintenant un continent gelé plus grand que les États-Unis et qui n'appartient à personne. Il n'est pas difficile à trouver. En vous dirigeant vers le sud, vous finirez forcément à un moment par tomber sur un gros bloc de glace au pôle sud de la planète. Il se situe à l'intérieur du cercle antarctique et forme la plus grande masse de glace sur Terre. Le continent est plus grand que les États-Unis et même plus grand que l'Europe entière. Et pourtant, l'Antarctique n'a été officiellement découvert que récemment. Les scientifiques ignoraient son existence jusqu'en 1820. Après sa découverte, il a fallu encore 2 décennies pour confirmer qu'il s'agissait d'un tout nouveau continent. Et quelques décennies de plus après ça, pour lui trouver un nom. Dans Antarctique, anti signifie contraire. Du coup, Antarctique signifie le contraire de l'Arctique. Mais avant que nos scientifiques ne découvrent cette terre, les Grecs de l'Antiquité avaient théorisé qu'il devait y avoir un continent méridional pour équilibrer l'Arctique, situé au nord. De plus, certains scientifiques qui ont étudié l'art et l'histoire orale de Polynésie pensent que ses habitants ont découvert le continent plus d'1 millénaire avant les Européens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous connaissons bien cette terre glacée du pôle sud. En raison de sa situation, il n'y a que 2 saisons là-bas, l'été et l'hiver, et elles durent 6 mois. En été, il fait un peu plus chaud, et le continent est baigné de lumière. En hiver, il fait sombre toute la journée. 98% de l'Antarctique est constitué de glace. Ce continent concentre à lui seul 60% de toute l'eau douce de la planète. Et pourtant, malgré ça, l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Par définition, un désert est une zone où la végétation est rare et où il y a peu de neige ou de pluie. Notez que l'abondance de sable n'est pas une condition nécessaire, même si le continent possède du sable et même des dunes. L'Antarctique est le continent le plus venteux de la planète. La vitesse du vent peut atteindre 322 km/h. C'est plus rapide qu'un ouragan. Le peu de neige qui tombe sur ces terres ne fond jamais. Elle s'accumule pendant des siècles et des millénaires. La couche de glace est donc très épaisse. L'Antarctique regorge de secrets. Tout un monde se cache sous cette glace. Par exemple, un grand nombre de montagnes du continent dépassent les 2500 mètres. C'est plus haut que 3 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Actuellement, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde. Mais si nous ne voyons pas toutes ces montagnes, c'est parce qu'elles sont cachées sous une couche de glace de près de 5000 mètres d'épaisseur. Il y a aussi un lac là-dessous, à 3350 mètres de profondeur. C'est le lac Vostok, du nom de la station de recherche Vostok sous laquelle il est situé. À l'origine, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il y a plus d'un siècle, un scientifique a suggéré que l'énorme pression créée par les tonnes de glace pouvait diminuer le point de fusion de la glace dans les couches les plus basses de la calotte, et ainsi créer de l'eau liquide et former un lac. Il n'a pas pu prouver lui-même sa théorie, mais des scientifiques ont plus tard repris ses travaux et ont confirmé que tout ça tenait la route. Il existe également un canyon en Antarctique, caché sous d'énormes masses de neige. Il est plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. Une chaîne de montagnes divise le continent en 2 parties, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. Dans la partie occidentale du continent, les températures sont plus élevées et la fonte des glaces a commencé. Si l'Antarctique occidental fond et libère toute son eau, le niveau moyen de la mer augmentera d'environ 5 mètres. Cela suffira pour que certaines villes disparaissent complètement d'un bout à l'autre de la planète. La première à disparaître sous les eaux pourrait être la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui se trouve à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, ce sera Amsterdam aux Pays-Bas, puis Ho Chi Minh Ville au Vietnam, Cardiff au Royaume-Uni et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Antarctique, où des scientifiques résident de longs mois pour étudier ce continent mystérieux. Au fil des ans, quelques enfants y sont même nés. Mais ce n'est pas un pays, et ces terres n'appartiennent à personne. Elle est régie par le traité sur l'Antarctique, un accord de recherche et de collaboration pacifique qui interdit toute revendication territoriale. Signé à l'origine par 12 nations, il compte aujourd'hui 59 signataires, dont la moitié ont un pouvoir de décision. Le continent est peuplé tout au long de l'année par des chercheurs du monde entier. Environ 5000 personnes y vivent en été et 1 millier en hiver. Cependant, personne n'y réside en permanence. Les gens vont et viennent, et les scientifiques y séjournent à tour de rôle. La température moyenne annuelle y est de moins 34 degrés Celsius, mais il fut un temps où l'Antarctique était à peu près aussi chaud que la Melbourne d'aujourd'hui.
C'était il y a environ 45 millions d'années. Et je n'étais pas encore né à l'époque. Mais le continent était couvert de forêts et les dinosaures parcouraient ces contrées, vivant sous des températures avoisinant les 17 degrés Celsius. C'était bien avant les manchots. Aujourd'hui, il fait tellement froid en Antarctique que pas un seul buisson n'y pousse. Il n'y a que de la neige. Les seules plantes qui peuvent prospérer sous des températures aussi extrêmes sont les lichens, les mousses et les algues. Les humains ne peuvent pas non plus survivre dans des conditions aussi rigoureuses pendant de longues périodes. C'est pourquoi le continent n'a jamais eu de population autochtone. Enfin, si l'on ne compte pas les manchots, les phoques, les baleines et quelques espèces d'oiseaux. La faune de l'Antarctique est la plus rare et la moins diversifiée de la planète, car seuls quelques organismes peuvent résister à ces conditions difficiles, et aussi parce qu'il est interdit d'y amener des espèces non indigènes. Par conséquent, si vous vouliez voyager en Antarctique avec votre chat, on ne le laissera pas entrer. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Les quelques espèces qui vivent au pôle Sud sont totalement propriétaires de l'endroit, c'est tout. Il n'y a pas plus de 5000 habitants humains et environ 20 millions de manchots. Mais ce sont des colons, en quelque sorte. Les ancêtres des manchots vivaient en Australie et en Nouvelle-Zélande. On trouve là-bas encore quelques espèces de manchots, dont le plus petit de la planète, qui ne mesure que 30 cm. Cependant, la plupart ont migré vers l'Antarctique à un moment donné. Peut-être parce que la perspective de grandes quantités de nourriture les attirait. Ce n'est pas à cause du froid qu'ils aiment pour la région. Il s'avère que la plupart des manchots quittent le continent à la fin de l'été. Les seuls à y rester sont les manchots empereurs mâles. Et ils le font pour réchauffer et protéger les œufs laissés par leurs compagnes. Mais où vont tous les autres ? Au début, c'était un grand mystère, même pour les scientifiques. Mais en attachant de minuscules dispositifs de localisation aux pattes de quelques-uns de ces animaux, ils ont trouvé la réponse. Les manchots partent vivre dans les océans du Sud lorsqu'il fait trop froid en Antarctique. 6 mois durant, aucun d'entre eux ne revient sur la terre ferme, puis ils regagnent le continent. Lorsqu'ils reviennent, les œufs confiés aux manchots mâles commencent à éclore. Et les familles sont réunies. Les manchots se nourrissent de différents poissons, et l'océan en regorge malgré les froides températures. Dans certaines régions, l'eau peut atteindre des températures proches de zéro, parce qu'elle est salée. Mais les poissons ne gèlent pas, car leur corps contient des protéines anti-gel. Il y a aussi environ 1 million de phoques en Antarctique. Ils aiment eux aussi le poisson et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 2 heures. Ils voient beaucoup mieux sous l'eau qu'à la lumière du jour et utilisent leurs moustaches pour localiser leur nourriture. Les trous qu'ils creusent dans la glace pour respirer peuvent se refermer pendant qu'ils nagent. Et ils doivent alors utiliser leurs dents pour faire un nouveau trou. Les phoques peuvent même dormir sous l'eau et remonter à la surface de temps en temps sans se réveiller. Impressionnant. C'est très bizarre, se dit Suzy en regardant un arbre auquel est attaché un bandeau jaune. Cela fait 1 heure qu'elle se promène dans une étrange forêt au sud du Japon, et il semble qu'elle soit perdue. Elle a accroché le bandeau à l'arbre il y a 30 minutes et a commencé à s'en éloigner. Elle n'a pris aucun tournant. Elle a marché tout droit. Et puis, 1 demi-heure plus tard, elle est revenue à cet arbre. Suzy n'a pas pu s'éloigner beaucoup du village le plus proche. Elle a l'impression que la forêt essaye de la tromper. Les arbres se déplacent pour la retenir prisonnière de cet endroit. Tout cela ressemble à un film d'horreur. La nuit venue, un mystérieux monstre invisible va sans doute apparaître et accrocher aux branches des totems flippants faits de petits bâtons. N'importe qui aurait paniqué et commencé à crier à l'aide. Mais pas Suzy. Elle sourit face à n'importe quel danger. D'ailleurs, son téléphone et Internet fonctionnent, alors tout va bien. Elle fait quelques pas sur le côté et attache un bandeau bleu à un autre cèdre. Puis, elle commence à marcher sur un chemin étroit, s'éloignant de plus en plus de l'arbre marqué. Elle remarque quelque chose. Le chemin a une forme légèrement incurvée. Suzy commence à courir droit devant elle et revient à l'arbre marqué 10 minutes plus tard. Pendant tout ce temps, elle n'a fait que marcher en cercle. Suzy s'éloigne vers un autre arbre et remarque un autre chemin incurvé. Elle prend son téléphone, ouvre une carte en ligne et repère son emplacement grâce à des photos satellites. C'est incroyable. Les arbres à cet endroit poussent en formant des cercles concentriques. Il y a plusieurs rangées ici. Cela ressemble à de mystérieux motifs circulaires que quelqu'un aurait laissés sur des champs dans le monde entier. Choquée, Suzy se filme avec son téléphone pour informer ses abonnés qu'elle a trouvé une étrange anomalie naturelle. Pendant qu'elle filme, elle entend quelqu'un rire. C'est un homme qui se tient à côté d'elle. Il trouve drôle qu'elle parle si sérieusement de cette forêt.
Il lui dit qu'il n'y a rien d'inhabituel ici. C'est à cause des gens que les arbres poussent en rond. En 1973, ils ont planté exprès des cèdres de cette manière et ont créé 10 cercles concentriques verts. Ils ont fait cela à titre d'expérience, pour découvrir comment les arbres pousseraient dans de telles conditions. On appelle ça la foresterie expérimentale. Les arbres ont commencé à pousser en forme convexe en se déployant symétriquement. Cela a prouvé que la taille des espaces entre les arbres affecte leur croissance. Au départ, ils ont dû couper les arbres conformément au plan. Mais l'endroit est devenu populaire auprès des touristes et des habitants qui aiment prendre de belles photos à l'aide de drones et se promener dans les chemins incurvés de ce petit labyrinthe. Suzy est un peu contrariée. Elle informe ses abonnés qu'il n'y a rien de mystérieux ici. Le type qui lui a parlé des cercles lui propose de visiter la mystérieuse forêt tordue en Pologne. Là, elle verra certainement un phénomène étrange. Mais avant d'y aller, elle décide d'aller voir un autre endroit passionnant du Japon. Elle arrive dans le village de pêcheurs d'Aoshima. Les premiers habitants que Suzy rencontre ici sont des chats. Ils sont partout et plus nombreux que les humains. Ils vivent ici grâce à l'abondance de poissons. Autrefois, cet endroit était infesté de rats, qui abîmaient les bateaux de pêche. Les gens ont fait venir des chats pour combattre les rongeurs. Après que tous les rats aient disparu, les chats sont restés. Depuis, les gens les considèrent comme des citoyens à part entière. La vidéo avec les chats est celle qui récolte le plus de likes sur la chaîne de Suzy. Mais maintenant, comme elle l'a promis, il est temps d'aller en Pologne. La forêt a l'air bizarre à cause de ces arbres tordus. Les parties inférieures de leur tronc sont courbées, ce qui leur donne l'air de ventre. Un fait tout aussi étrange est qu'ils pointent tous vers le nord. Suzy fait le tour de la forêt et compte environ 400 arbres. Il semble que les gens aient altéré leur forme, mais à ce jour, il n'y a aucune preuve de cela. On pense que les arbres ont été plantés dans les années 30 et qu'ils ont été endommagés pendant leur croissance à un âge précoce. Personne ne sait dire pourquoi. Il y avait un petit village près de la forêt. Ses habitants connaissaient probablement le secret, mais malheureusement, le village a été détruit il y a plus de 70 ans. La clé du mystère a disparu avec lui. Bien sûr, les scientifiques avaient des hypothèses, mais elles ont toutes été rapidement réfutées. Peut-être que cette forme incurvée a été causée par une anomalie génétique. Il existe des arbres avec des troncs similaires dans d'autres forêts de la planète. Mais ici, les courbes semblent trop parfaites et soignées. C'est comme si un artiste avait façonné ces troncs. Cela suggère qu'un élément de l'environnement les a affectés. On peut trouver des arbres similaires partout dans le monde, mais la plupart du temps, ce sont des solitaires et ils ne poussent jamais en si grande troupe. Peut-être que la neige tombe sur leur cime chaque hiver, et que les troncs plient sous son poids. Mais alors, pourquoi seule la partie inférieure se déforme-t-elle? Et pourquoi les autres arbres de la forêt ont-ils l'air normaux? De plus, il n'y a pas d'explication sur la raison pour laquelle ces arbres pointent vers le nord. Cela remplit-il une fonction quelconque? La théorie la plus plausible affirme que les agriculteurs locaux ont influé sur la forme des arbres afin de créer des meubles et certains éléments pour la fabrication des bateaux. Il est rapide et facile de fabriquer un panier à partir d'un tel arbre, par exemple. D'ailleurs, manipuler la croissance des arbres était une pratique courante chez certaines tribus anciennes d'Amérique. Ils déformaient les troncs pour communiquer et se repérer à travers les forêts. Tout cela est intéressant, mais maintenant, Suzy veut voir quelque chose d'effrayant. L'un de ses abonnés lui conseille de visiter une forêt d'épouvante. Cet endroit est situé sur une île, à 27 km au sud du centre de Mexico. Suzy arrive sur un petit bateau. Dès qu'elle met pied à terre, elle se met en direct sur son téléphone. Elle filme des poupées accrochées à des arbres partout sur l'île. Elles ont des vêtements, des tailles et des visages différents. Il y a environ une douzaine de poupées effrayantes sur chaque arbre. La pluie et le soleil ont déformé leurs visages. Elles sont recouvertes de mousse et de verdure et ont pris des formes sinistres. Il y a des rumeurs selon lesquelles elles prennent vie la nuit. Tu veux vérifier? Écrit l'un des abonnés. Pas de problème, Suzy est d'accord. Le soleil descend sous l'horizon et l'obscurité tombe sur la forêt. Suzy se promène parmi les arbres. La lune éclaire son chemin. Elle fait un feu pour se réchauffer. À ce moment-là, elle entend un bruit étrange. Elle remarque quelques mouvements du coin de l'œil. Son téléphone s'éteint. Suzy lève les yeux et voit qu'une des poupées, éclairée par les flammes, tourne la tête dans sa direction. Suzy crie et s'enfuit de cet endroit en courant. Bien sûr, la poupée n'a pas bougé. On peut remarquer la présence d'un petit oiseau assis derrière la tête du jouet. Quelques jours plus tard, Suzy a découvert qu'un habitant de Mexico s'était installé sur l'île dans les années 50 et l'avait remplie de poupées. Il les a récupérées dans les décharges et les canaux autour de l'île. Il a passé plusieurs années à décorer chaque arbre. Au début, cela avait l'air étrange et excitant pour les touristes.
Puis, comme les poupées ont commencé à vieillir et à moisir sur place, cet endroit est devenu encore plus intrigant. Il existe plusieurs légendes sur les raisons de son obsession. Bon, Suzy en a assez de ces mystères et de ces endroits glauques. Maintenant, elle veut admirer quelque chose de majestueux qui a été créé par la nature. Elle arrive dans le parc national de Sequoia en Californie, où poussent les plus grands arbres du monde. Bouche bée, elle admire l'arbre le plus massif qui soit, un séquoia géant. Il s'appelle General Sherman, et il a environ 2000 ans. Le volume de cet arbre fait presque la moitié de celui d'une piscine olympique. Mais malgré son âge, ce n'est pas le plus vieux. Certains séquoias du parc sont apparus il y a 3000 ans. Et l'arbre le plus haut du monde pousse ici, en Californie. Il s'appelle Hyperion, et sa hauteur atteint 115 mètres. Cela représente un tiers de la hauteur de la Tour Eiffel. Imagine la vue que l'on doit avoir du haut de cet arbre. Maintenant, Suzy est sur l'île de Madagascar. Elle va voir les fameux baobabs. On dirait que quelque chose les a arrachés du sol, les a retournés et les a replantés à l'envers. Les baobabs font partie des plus beaux arbres du monde. La plupart d'entre eux se trouvent ici, dans l'allée des baobabs. Mais tu peux aussi les trouver en Australie et en Afrique du Sud. Leurs troncs sont semblables à des éponges. Ils se dilatent et absorbent l'humidité pendant la saison des pluies. Les éléphants aiment la boire, ils arrachent et mâchent les parties du tronc pour étancher leur soif. La nuit, des fleurs éclosent sur les baobabs. Elles sentent le lait tourner et attirent les chauves-souris. Mais la chose la plus intéressante est que le baobab ne se dessèche pas et ne tombe pas comme les autres arbres après la fin de sa vie. Il s'effrite, se tasse et laisse un tas de morceaux sur le sol. Je vais te présenter un endroit où les lois de la physique prennent des vacances. Bienvenue au Mystery Spot, où tu pourras assister à toutes sortes de choses invraisemblables qui te laisseront bouche bée. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie. Il s'agit simplement d'illusions d'optique astucieuses qui perturbent ton cerveau et te font douter de la réalité. À l'époque de la Grande Dépression, les gens avaient besoin de distractions amusantes. C'est ainsi que l'industrie du divertissement a eu l'idée de créer les Mystery Spots. L'un des plus célèbres se trouve près de Santa Cruz, en Californie. Et déjà, ce nom est intriguant, n'est-ce pas? Une fois à l'intérieur, tu verras des gens debout sur un sol incliné ou à des angles impossibles sur une surface plane. Tu verras une balle remonter une rampe en défiant la gravité et la logique. On se croirait dans une fête foraine, mais sans tous ces clowns effrayants. L'endroit est connu pour ses démonstrations qui, sur le chemin pentu qui mène au bâtiment, et à l'intérieur même de celui-ci, semblent passer outre les lois de la gravité et de la physique. La hauteur et l'orientation des objets te paraîtront erronées. Parmi les illusions, tu verras des balles rouler vers le haut et des personnes se pencher plus bas que ce qui est normalement possible sans tomber. Les psychologues de Berkeley affirment que toutes ces perceptions erronées proviennent du simple fait que la maison est inclinée à un angle de 20 degrés. Notre prochaine étape se situe également aux États-Unis, mais cette fois au barrage Hoover dans le Nevada. Ici aussi, la gravité semble se jouer de nous. Si tu t'y rends un jour, fais l'expérience suivante. Verse l'eau d'une bouteille sur le barrage. Tu verras qu'au lieu de descendre, l'eau se mettra à couler vers le haut. La raison en est un courant ascendant très puissant créé par la structure du barrage. En d'autres termes, l'eau est emportée vers le haut par le vent. Cette bizarrerie n'est pas propre au barrage. Il existe une cascade inversée dans les îles Féroé. Ce phénomène météorologique naturel est connu sous le nom de chute d'eau inversée. Imagine un gigantesque tourbillon d'embrun remontant le long d'une falaise rocheuse et abrupte de 470 mètres de haut. Comment ce phénomène fou se produit-il? Tout simplement grâce à une colonne d'air en spirale qui tourne à proximité des falaises en créant un effet de mini-tornade. Lorsque le vent atteint le bord de la falaise, il augmente en force et entraîne l'eau côtière, qui éclabousse alors la falaise et crée un immense entonnoir d'eau et de vent. Apparemment, ces chutes d'eau inversées existent dans différents endroits, près des falaises de Moher en Irlande, dans les montagnes d'Islande, et même sur le site des chutes de Waipuya à Hawaï. C'est dire si Dame Nature sait faire preuve d'habileté. Ah, la colline magnétique du Ladakh, en Inde. La destination ultime pour un road trip hallucinant. Ici, tu pourras voir des objets et des voitures remonter une colline comme s'ils étaient pris dans une espèce de vortex magnétique. Il s'agit d'une illusion d'optique due aux pentes et à la configuration générale du paysage. La route semble monter, mais en réalité elle descend, et joue un tour à ton cerveau comme un malicieux magicien. Il se peut aussi que tu vois ta voiture se déplacer toute seule au point mort. Non, elle n'est pas hantée. Il ne s'agit que de physique élémentaire. Même lorsque le moteur est éteint,
Les roues peuvent encore tourner grâce à l'élan et à la pente de la route. Le mont Aragat est assez similaire à la colline magnétique du Ladakh. Lui aussi attire les amateurs de sensations fortes et les passionnés de voitures. Il se trouve à la frontière entre la Turquie et l'Arménie, et il a la réputation de permettre aux voitures de défier la gravité. Des gens du monde entier visitent cette montagne pour assister au spectacle incroyable d'une voiture garée sur la pente qui semble rouler toute seule vers le haut, sans qu'aucun conducteur ne soit derrière le volant. Une rivière voisine coule également en amont. Les personnes qui ont visité ce site affirment qu'il est plus facile d'y monter que d'en redescendre. Notre 6e étape est le rocher d'or de Birmanie. Ce rocher semble sur le point de dévaler la colline à tout moment, mais il ne bouge pas. Il est là depuis plus de 2500 ans. Il s'agit de la pièce maîtresse d'une pagode étonnante qui s'élève à 16 mètres au-dessus du sol. Selon la légende, le rocher serait maintenu en place par une mèche de cheveux de Bouddha. Pas étonnant que cet endroit soit l'un des plus importants sites de pèlerinage bouddhiste de Birmanie. Le rocher aurait été choisi par un roi céleste qui était impressionné par l'incroyable ascèse d'un moine bouddhiste. Il a donc utilisé ses pouvoirs surnaturels pour placer soigneusement ce gros caillou à son emplacement actuel. Et il ressemble un peu à la tête d'un moine. Comme si cela ne suffisait pas, on dit que seule une femme peut déplacer le rocher. Du coup, les femmes ne sont pas autorisées à le toucher. Si l'aventure te tente, va voir ce magnifique rocher et cette pagode, et tu auras l'impression de vivre un rêve éveillé. Retour aux États-Unis. Oregon Vortex se trouve à Sardine Creek, dans l'Oregon. Cette attraction touristique existe depuis 1930. Esseuse propriétaire affirme que le site est le lieu d'une activité paranormale, mais il est évident qu'il s'agit en fait d'astucieuses illusions d'optique. La légende raconte qu'avant même la construction de l'attraction, les Amérindiens de la région avaient prévenu que ces terres étaient interdites. Même les chevaux refusèrent de s'y rendre. En 1904, des chercheurs d'or y établirent un laboratoire, mais leur bâtiment finit par glisser à un angle bizarre. Imagine un peu, tu es dans un endroit confortable, loin de la pollution lumineuse de la ville, et tu admires les milliards d'étoiles qui illuminent la voûte céleste au-dessus de ta tête. Mais si tu as la chance de te trouver à Marfa, au Texas, tu auras droit à un petit quelque chose en plus. De mystérieux globes de lumière, brillants comme des diamants, viennent se joindre au spectacle, et ce depuis plus de 100 ans. Mais de quoi s'agit-il? On les appelle les lumières de Marfa. Plusieurs théories ont été avancées. Certains pensent qu'il s'agit simplement des phares des voitures roulant sur une autoroute voisine, mais ce n'est pas très intéressant. D'autres pensent que ces globes sont des créatures qui essaient de transmettre un message aux simples mortels que nous sommes. Imagine-toi au bord d'un lac magnifique où tu peux admirer la vue pittoresque d'un volcan majestueux. Soudain, tu entends un grand boom et tu vois des flammes s'élever comme un feu d'artifice. Mais ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'une éruption, c'est simplement le kawaii-gène qui, dira-t-on, s'exprime. Ce spectacle est dû à un phénomène naturel dans lequel des gaz sulfuriques traversent les roches et prennent feu au contact de l'air extérieur. Le résultat ? Des flammes qui s'élèvent jusqu'à 5 mètres de haut et bleues comme les néons les plus cool du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le soufre liquide qui coule sur les flancs de la montagne ressemble à une rivière de lave bleue électrique. C'est un spectacle à la fois terrifiant et époustouflant que tu ne seras pas prêt d'oublier. En parlant de choses inoubliables, le dôme de Risha en Mauritanie est une énigme pour les astronautes depuis le début du programme spatial de la NASA. Cette structure circulaire de la croûte terrestre est le résultat d'un phénomène volcanique géant totalement effondré à la suite d'une longue érosion différentielle. En allant du centre de la structure vers l'extérieur, on remonte le temps, les couches rocheuses les plus anciennes se trouvant au centre. Ce phénomène géologique est constitué de roches sédimentaires et ignées et mesure 45 km de diamètre. Depuis l'espace, on peut voir plusieurs failles où les couches de roches se sont déplacées et séparées. Le dôme de Risha se trouve au cœur du désert du Sahara. Et voilà, c'était notre top 10. Souhaiterais-tu ajouter quelque chose à cette liste ? Alors que tu fais ton premier pas hors de l'avion, une foule enthousiaste de manchots empereurs t'entoure, te poussant et te bousculant, réclamant tous un autographe. Attends, il y a pire. Tu ressens un frisson comme tu n'en as jamais ressenti auparavant. Même si tu es équipé de plus de 9 kg d'équipement, le vent glacé te transperce toujours. La lumière aveuglante du soleil te brûle les yeux sans pour autant t'aider à te réchauffer. Oui, c'est ton premier jour au pôle Sud et ça n'a pas été facile de venir ici. Tu rencontres ton coordinateur prêt à commencer ta nouvelle vie dans l'endroit le plus isolé du monde. Tout en récupérant tes bagages, tu regardes tes compagnons.
Vous avez tous passé les mêmes tests physiques et psychologiques rigoureux pour vous préparer à cet environnement unique et stimulant. Le programme devait s'assurer que vous étiez capable de supporter des mois d'isolement, des températures glaciales et des cycles nocturnes inhabituels. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. Sans compter les tests physiques qu'il faut passer. Les chercheurs ont besoin d'un certificat de bonne santé lorsqu'ils partent, car il n'y a généralement qu'un seul médecin sur la base. Tu hésites au début, ne voyant rien d'autre devant toi qu'un désert glacé sans fin, mais il ne te faut pas longtemps avant de remarquer un grand bâtiment au loin. C'est la station Amundsen Scott du pôle Sud. Après une longue marche à travers la neige profonde, tu l'atteins. Un pas à l'intérieur et tu arrêtes immédiatement de frissonner. Il fait si chaud que tout le monde se promène en t-shirt. Tu oublies presque que tu es dans l'endroit le plus froid de la planète. Tu es surpris de voir le nombre de personnes qui viennent te saluer. Et ce ne sont pas des manchots. Ces chercheurs sont en poste pendant tout l'été. Ils étudient divers éléments dans les climats extrêmes du pôle Sud. Tu es officiellement accueilli avec une présentation dans la salle de conférence. Les règles de base peuvent t'aider au cas où les choses tourneraient mal. Tout est rigoureusement organisé, des provisions à la gestion des déchets. La station recycle tout ce qu'elle peut, même les différentes sortes de piles. Tout ce qui ne peut pas être recyclé est envoyé de l'autre côté de l'océan, dans une décharge située en Amérique du Sud. Ensuite, le coordinateur t'accompagne à ton dortoir, qui sera ton nouveau chez-toi pour la durée du séjour. Tu as hâte de dire à ta famille et à tes amis à quel point le pôle Sud est étonnant. Et heureusement, la station est équipée d'un accès Internet. Mais dès que tu ouvres YouTube et que tu cliques sur une vidéo, tu es accueilli par un interminable panneau de chargement. Le manque de satellites au-dessus de l'Antarctique signifie que tu devras t'habituer à une connexion ralentie pendant un certain temps. De ta fenêtre, tu peux voir le paysage enneigé qui s'étend devant toi. Contrairement à la zone qui entoure la côte du continent, le pôle Sud est complètement dépourvu de vie. Aucune plante ni aucun animal n'est capable de braver les conditions si loin à l'intérieur des terres. À l'exception de quelques oiseaux occasionnels qui sont emportés par le vent, toute la région n'est qu'une mer de glace désolée. La station d'Amundsen Scott semble bien seule dans ce désert. Le camp de base a besoin de toutes sortes de gens pour pouvoir survivre dans cet environnement unique. Il faut des cuisiniers, des plombiers, des électriciens, des médecins et d'autres employés pour faire fonctionner les choses afin que les scientifiques puissent faire leurs recherches. Mais tu seras peut-être surpris de voir à quel point les conditions de vie sont agréables pour tous ces travailleurs. Bien sûr, tu trouveras les installations de recherche habituelles et les laboratoires, mais aussi de nombreuses salles réservées aux activités ludiques. La base a son propre terrain de basket, où les différents départements peuvent régulièrement se mesurer les uns aux autres. Il y a même des salles entières réservées à la musique et aux arts. Et surtout, il y a un dentiste qui peut s'assurer que tes dents ne sont pas abîmées. N'oublions pas la cafétéria qui sert des plats du monde entier. Tu as envie d'une délicieuse salade verte ? Alors rends-toi à la serre pour cueillir des fruits et des légumes frais. Tu y trouveras des tomates, des avocats, de la laitue et même des fruits tropicaux. La serre est peut-être aussi l'endroit le plus humide de tout le continent. Étonnamment, elle est si efficace qu'elle peut produire environ 9 kg de produits par semaine. Il n'y aura pas non plus de pénurie d'eau. La base est installée sur une réserve presque infinie d'eau douce. L'équipe n'a qu'à placer la glace de l'Antarctique dans des générateurs spécialement conçus afin de la faire fondre et de la filtrer en eau potable. Si jamais le stress du climat extrême t'atteint, tu peux simplement profiter du sauna. Une cure au pôle Sud est une expérience unique en son genre. Maintenant que tu connais les installations et que tu peux te déplacer facilement, il est temps de travailler. La base est principalement dédiée à l'astronomie, car le ciel antarctique, très clair, permet aux chercheurs de capturer des images étonnantes de l'espace. L'Antarctique est parfait pour ces photos, car c'est l'endroit le plus sec de la Terre. Il n'y a presque pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais tu es ici pour une autre raison. La station sert aussi à étudier l'activité volcanique. Les scientifiques ont découvert 91 volcans enfouis sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Et c'est à toi de prélever des échantillons sur l'un d'entre eux. Tu ressors dans le froid, tes dents recommencent à claquer. Heureusement, on est loin aujourd'hui de la température la plus basse jamais enregistrée ici. Le pôle Sud a en effet connu une température de moins 85 degrés Celsius. C'est tellement froid que si tu lançais un verre d'eau bouillante en l'air, elle se transformerait en glace avant de retoucher le sol.
Il te serait presque impossible de quitter la station par cette température. Le pôle Sud n'a jamais été moins froid que moins 12 degrés Celsius, et c'était au plus fort de l'été. En t'approchant du site de fouille, tu commences à remarquer des changements dans le paysage. Il y a des sommets et des corniches escarpées tout autour. Plus tu t'approches de la côte, plus tu commences à voir de vie animale. Tu peux même voir une colonie de manchots au loin. Tu fais le tour des environs du site en t'attendant peut-être à voir une énorme montagne qui crache de la lave par son sommet. En fait, il n'y a rien du tout en vue. C'est parce que le volcan est juste sous tes pieds. Il fait partie de l'énorme masse terrestre sous la glace qui fait la renommée du continent. L'Antarctique peut ressembler à un champ de glace géant, mais il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'il y a des volcans, des montagnes et des vallées, comme sur n'importe quel autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique abrite le point le plus bas de la planète, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un des nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une immense partie de la glace en surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer s'élèverait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait en danger la vie marine. Mais tu peux t'estimer heureux, tous ces volcans sont actuellement inactifs. Tu peux donc commencer ton travail. Tu commences à déballer ton matériel et à creuser. Ton équipe et toi montez une petite tente pour essayer de rester au chaud pendant que vous suivez les progrès sur des écrans portables. Ton estomac gronde et ton équipe déballe les sandwichs qu'ils ont apportés avec eux. Il n'était pas nécessaire de les transporter dans une glacière pour des raisons évidentes. En sentant la nourriture, les oiseaux de l'Antarctique commencent à faire des cercles au-dessus de vous pendant que vous mangez. Alors que tu t'allonges pour dormir, tes 3 couches de vêtements ne semblent guère mieux te protéger qu'un vulgaire t-shirt. Tu en mets encore plus et tu fermes la tente pour pouvoir enfin te reposer. Un vent fort souffle sur la tente et tu crois entendre un rugissement dehors. Tu paniques, mais tu te souviens qu'il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. En fait, il n'y a pas de grands prédateurs du tout, donc tu peux dormir tranquille. Tu te réveilles et le ciel n'a pas changé de toute la nuit. Chaque jour dure 6 mois sur ce continent. Ton travail est terminé, tu peux donc faire tes bagages et commencer le long voyage du retour vers la base. Quelques heures plus tard, tu reviens dans les plaines plus familières du pôle Sud et finalement dans la chaleur de la station de recherche. Tes premiers jours sur la station ont été un grand succès. Tu nous auras peut-être aidé à comprendre un peu mieux ce continent mystérieux. Mais il y a sûrement encore beaucoup d'autres surprises cachées sous la calotte glaciaire. Qui sait ce que nous pourrions trouver à l'avenir? Puna au Pérou. C'est un désert vide, une terre rocailleuse et un grand rien. Ah non, attends, il y a la Yareta. La Yareta est une plante à fleurs tellement particulière qu'on pourrait croire qu'elle a été photoshopée. C'est dire à quel point elle est différente du reste du désert. À première vue, on dirait des rochers couverts de mousse. Mais il s'agit d'une plante vieille de 3000 ans, que l'on trouve dans les prairies gelées de la Puna, dans les Andes. Cette plante pousse en groupe, et elles sont si denses que tu pourrais te tenir sur un arbuste de Yareta et il supporterait ton poids sans problème. Le Spotted Lake au Canada. Certains l'appellent le lieu le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, ce n'est qu'un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaie d'y aller en été, quand l'eau commence à s'évaporer. Tu auras l'impression d'entrer dans un autre monde. Un paysage avec des taches bleues, vertes et jaunes. En été, il y a plus de 300 piscines et elles sont magiques. Au cours des siècles, les gens ont toujours cru que chacune d'entre elles avait des propriétés curatives différentes. Oh, et l'explication de ces couleurs vives est purement scientifique. Chacune d'entre elles a une forte concentration de minéraux différents. Rio Tinto en Espagne. Depuis plus de 5000 ans, le fleuve Rouge est entouré de mines de cuivre, d'argent, d'or et d'autres minéraux. Ces minéraux donnent à la rivière sa couleur rougeâtre si particulière. Les gens ont exploité cette région pendant des siècles, jusqu'à ce que toute l'industrie commence à disparaître. Les mines sont restées abandonnées jusqu'à leur redécouverte au XVIIIe siècle. La rivière est assez impressionnante, mais elle est aussi très dangereuse pour les humains en raison de sa forte acidité. Les bactéries présentes dans l'eau créent des conditions similaires à celles que l'on peut trouver dans d'autres endroits de notre système solaire. Par exemple, les scientifiques pensent qu'il y a une chose assez identique sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. Un océan acide est caché sous la surface de la Lune. La baie de Toyama. Si tu te promènes le long de la côte de la baie de Toyama au Japon,
tu auras peut-être la chance de voir une lumière bleu néon du genre mystique. Elle vient de sous l'eau et éclaire la mer pendant la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir un phénomène pareil. C'est le calmar luciole qui est responsable de ce spectacle époustouflant. Cette créature habite à une profondeur de plus de 200 mètres sous la surface. Mais au printemps, ils se regroupent près de la côte. Parfois, les vagues les emportent même jusqu'au rivage. La lumière que ces animaux émettent est en fait un camouflage qui les aide à se cacher et à se protéger. Pendant la journée, les calmars retournent dans les profondeurs, mais la nuit, ils reviennent faire la fête près du rivage. La lumière qu'ils produisent n'est pas suffisamment forte pour pouvoir lire un livre dans le noir, mais elle est tout de même assez impressionnante. Fly Geyser, Nevada, aux États-Unis. Imagine que tu es dans une fusée spatiale. À un moment donné, tu réalises que tu es entré dans l'atmosphère d'une planète inconnue. Tu n'as même pas vu qu'elle était là. La gravité de la planète commence à tirer ta fusée vers le bas. Bientôt, elle s'écrase sur sa surface. Heureusement, ton vaisseau spatial est assez solide et reste intact. Alors tu enfiles ta combinaison spatiale et tu vas voir dehors en rampant. Juste devant toi, il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Une nature incroyable, des couleurs extraordinaires et un truc bizarre qui ressemble à une montagne. Et soudain, il crache une colonne d'eau bouillante. Tu secoues la tête, encore ton imagination débordante. Tu es en fait dans le Nevada, en train de regarder le Fly Ranch Geyser. Ne sois pas déçu, il est quand même incroyable. Ce geyser est apparu dans les années 1960, lorsqu'une compagnie d'énergie géothermique a effectué un forage. Cela a permis à la nappe phréatique de s'échapper. Et les couleurs sont similaires à celles que tu peux voir dans le parc national de Yellowstone, et c'est tout simplement à cause des algues. En parlant de Yellowstone, c'est un autre endroit qui semble avoir été extrait d'une autre galaxie. Sur une superficie plus grande que les États du Delaware et du Rhode Island réunis, on trouve plus de 10 000 structures hydrothermales, 500 geysers et des chutes d'eau incroyables. Tsingy de Bemaraha à Madagascar. Voici un endroit où tu peux facilement t'imaginer en train de tomber nez à nez avec des animaux très anciens. Tu peux presque les voir se cacher parmi les rochers pointus qui montent jusqu'à 100 mètres. La moitié de ce parc national est recouverte de forêt et l'autre moitié est constituée de rochers formés par l'érosion de l'eau. L'endroit abrite de nombreux animaux comme des caméléons, des iguanes, des grenouilles et de nombreuses espèces de lémuriens. Glacier Vatnajökull en Islande. Dans ta quête pour découvrir les merveilles extraterrestres de notre planète, n'oublie pas de passer par l'Islande. Tu y trouveras le plus grand glacier de toute l'Europe. À certains endroits, la glace peut avoir plus de 914 mètres d'épaisseur. Vatnajökull possède 30 glaciers émissaires prêts à être explorés. Ce sont des canaux de glace qui autrefois sortaient d'une calotte glaciaire mais restaient coincés dans les limites de la vallée. Quant aux célèbres grottes de glace islandaises, elles se forment lorsque l'eau de fonte traverse un glacier en essayant de remonter jusqu'à la surface. Cela se produit généralement en été, lorsque les températures sont plus élevées et que le flux d'eau est plus intense. Lorsque les températures baissent, l'eau gèle. C'est ainsi que les grottes se forment. Staffa, Écosse, Royaume-Uni. Staffa est une île inhabitée qui ressemble à une autre planète. Une fois que tu la vois, tu ne peux pas te défaire du sentiment qu'elle cache des tas de secrets. Pourtant, en réalité, c'est un lieu calme, presque entièrement occupé par les oiseaux de mer et les phoques. Pourtant, personne ne peut contester que les incroyables colonnes de roches donnent à cet endroit un aspect unique et mystérieux. Cela a toujours encouragé les gens du coin à répandre des légendes sur cette grotte inhabituelle. Les colonnes elles-mêmes se sont formées il y a des millions d'années, principalement à cause d'éruptions volcaniques. Glowworm Caves, Nouvelle-Zélande. Imagine que tu trouves une entrée dans une grotte magique. Tu avances à toute vitesse sur ton bateau, impatient de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et tu es récompensé par l'une des plus belles visions qui soit. Tu découvres une grotte fermée qui semble se trouver sous un magnifique ciel étoilé. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour de la Voie lactée pour trouver quelque chose de semblable. Les Glowworm Caves en Nouvelle-Zélande sont là pour toi. Les grottes ont commencé à se former il y a des millions d'années. Et maintenant, elles possèdent une impressionnante collection de stalagmites et de stalactites. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce sont leurs vers luisants. Les grottes abritent des milliers et des milliers de larves lumineuses. Les vers ont besoin d'attirer des insectes et d'éventuels partenaires. Pour ce faire, ils utilisent leur queue qui brille dans le noir. Il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la région, et les gens les explorent depuis plus de 100 ans. Le Wulingyuan est une zone d'intérêt historique
dans le Zhangjiajie, en Chine. Cet endroit étonnant offre des paysages à couper le souffle et compte plus de 3000 piliers de grès. On dirait que la nature a décidé de faire sa propre version des gratte-ciel. Certains d'entre eux atteignent la moitié de la taille de l'Empire State Building. En général, il est impossible de savoir où commencent les piliers. Tout ce que tu vois quand tu essaies de deviner ce qu'il y a au fond, c'est un brouillard sans fin. 2 ponts en pierre naturelle semblent flotter parmi les piliers perdus dans les nuages. L'œil de l'Afrique. C'est un mystère qui est resté caché pendant des millénaires. Cette formation géologique est difficile à repérer lorsque tu te tiens debout normalement. C'est pourquoi elle n'a pas été découverte avant que les gens commencent à explorer l'espace. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact créé par un objet spatial qui avait heurté la surface de la Terre. Mais après avoir fait des recherches, ils ont découvert que l'origine de l'œil était entièrement terrestre. De nos jours, les géologues pensent que la formation de cet œil a commencé il y a plus de 100 millions d'années, lorsque la tectonique des plaques a déchiré le supercontinent connu sous le nom de Pangée. La roche en fusion qui remontait vers la surface a créé un énorme dôme composé de différentes couches. Plus tard, l'activité volcanique et l'érosion ont fini de former l'œil. Lac Baïkal, Russie. Le plus profond, le plus ancien et l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde a forcément des secrets qui lui sont propres. Le lac est gelé de début janvier à mai. En été, l'eau est si claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est parce que la glace dégelée des montagnes sibériennes est incroyablement pure. Il n'y a pas non plus de sels minéraux dans le Baïkal. Salar de Uyuni, Bolivie. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès d'Amérique du Sud. La plus grande plaine salée du monde s'étend sur plus de 10 400 km². Il est apparu lorsque les lacs préhistoriques se sont évaporés il y a des milliers d'années. Une épaisse croûte de sel s'étend au-delà de l'horizon. À un moment donné, on ne sait même plus où la Terre se termine et le ciel commence. Le désert d'Atacama, au Chili. Le désert le plus sec du monde est fait de paysages rocheux, de lacs salés, de dunes et de températures extrêmes. Dans certaines parties du désert, il n'y a pas eu de pluie depuis près de 500 ans. Sans eau ni nutriments provenant du sol, il n'y a pas non plus de plantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Mais attends que la nuit tombe. Tu pourras admirer un ciel infini rempli d'étoiles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers et ses mystères. Tu as prévu de passer tes vacances d'été en Afrique. Ta destination finale sera le désert du Sahara. Il est situé dans le nord du continent et s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Tu es impatient de monter à dos de chameau et de découvrir les très riches cultures de la région. Après un long voyage en avion, te voilà enfin arrivé. Tu es dans le plus grand désert chaud du monde. Savais-tu qu'il fait 9,2 millions de kilomètres carrés ? Après avoir bu des litres d'eau glacée, tu es enfin prêt pour ta première aventure. Ton guide te propose de choisir. Tu peux choisir 2 semaines à visiter différentes oasis ou tu peux aider les locaux à résoudre un mystère persistant. Au plus profond du désert, non loin de la ville de Fogaret-Ezwa, quelque chose de très étrange t'attend. Un ensemble d'immenses cercles sont dessinés dans le sable. Il y en a des dizaines et ils s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. On les a découverts grâce aux images de Google Earth il y a plusieurs années de cela. Et depuis lors, ils font l'objet de débats sans que personne ne parvienne à percer leur mystère. Le plus curieux, c'est qu'ils se trouvent à des kilomètres de toute activité humaine, loin des villes et des routes. Le moyen le plus rapide d'en savoir plus sur cet étrange phénomène est de poser des questions. Alors tu prends ton carnet et tu pars interroger les gens du coin. N'importe qui peut être utile. Les géographes comme les anthropologues, les doyens des villages, les historiens. La première personne à qui tu parles est un cartographe. Tu dois savoir si ces cercles sont authentiques ou ne sont qu'une erreur d'imagerie satellite. T'adresser à ceux qui travaillent pour Google Earth est donc une bonne idée. Et tu apprends que les cercles sont bien réels. On peut les voir sur des photos prises à différentes époques. Ensuite, il te faut comprendre pourquoi ils sont là. Au bout de 2 jours d'interview, tu as une première piste. Ces cercles pourraient être le résultat de l'activité pétrolière. Selon les experts, cette hypothèse est tout à fait plausible. L'Algérie est riche en ressources naturelles, tu te dis donc que c'est possible. En général, lorsque les compagnies souhaitent savoir si le sol vaut la peine d'être creusé, elles font d'abord appel à des sismologues. L'analyse sismique d'une région consiste, entre autres, à propager les ondes dans le sol. Selon les résultats obtenus, on peut savoir ce qui se trouve sur la surface.
Il est donc possible que ces marques aient été causées par des appareils modernes. Avons-nous là une réponse à notre mystère? Pas tout à fait. Comme tu le sais, le désert du Sahara est l'une des zones les plus sèches de la planète. Les températures moyennes en été y dépassent les 40 degrés Celsius. Pour survivre, les habitants doivent par conséquent avoir accès à de l'eau. Ces cercles pourraient donc tout aussi bien être ce qu'ils restent depuis très anciens. Encore une fois, je dirais que c'est assez plausible. Et si on vérifiait tout ça? Certains anthropologues ont convenu que ces cercles pourraient être d'anciennes fogaras. La fogara d'Afrique du Nord est une méthode de captation d'eau vieille de 2500 ans. C'est un type de kana, une galerie souterraine spécifique à cette région septentrionale. Les habitants creusaient d'abord un premier puits suffisamment profond pour accéder aux nappes souterraines. Ensuite, ils creusaient des puits parallèles à des distances régulières. Puis, ils creusaient une galerie pour relier leur village au puits. Grâce à la seule gravité, l'eau s'écoulait du puits vers la ville. Cette technologie traditionnelle fournissait de l'eau aux cultures, au bétail et aux humains. Ce sont vraisemblablement ces puits qui ont rendu possible la création d'oasis artificielles. Le nom même de la municipalité la plus proche en est une indication. Fogaret Ezoa provient sans doute des fogaras, ces anciens puits. Te voilà donc sur une très bonne piste. Tu décides de t'y rendre pour en juger par toi-même. Tu montes dans un car, tu t'assieds et tu profites du voyage. Le nord de l'Algérie regorge de villages très anciens. Tu aperçois même des vestiges de puits pendant ton trajet, juste à la périphérie des villages. En consultant les images satellites de Google, tu te dis que ces marques sont très certainement dues au Kana, une série de trous creusés sur plusieurs kilomètres. Mais dès ton arrivée, tu te rends compte que tu te trompes. Dale Lightfoot, l'un des plus grands spécialistes des kanas de la planète, a déclaré que ces cercles n'étaient absolument pas des fogaras. Même les images satellites le confirment. Oh oh, nous étions pourtant si proches! Apparemment, les kanas et les fogaras n'étaient pas creusés en ligne droite. Et ils n'avaient en aucun cas la forme de cercle. Le fait qu'aucune ville ne semble reliée à ces marques est un indice de plus. Ces cercles étaient vraiment très éloignés de toute activité humaine. Et les kanas servaient exclusivement à approvisionner les villages. C'était quand même bien tenté. Tu es sur le point d'abandonner tes recherches, mais tu décides de faire une toute dernière excursion. Les préparatifs prennent plusieurs jours, véhicules tout-terrain, nourriture, équipement. Tout cela pour enfin percer le système des cercles du Sahara. Le premier jour, tu parcours plus de 160 km dans le désert. Cette partie du monde a toujours titillé ta curiosité. Les dunes dorées sont impressionnantes. Et le ciel nocturne est extraordinaire. Tu peux admirer toute la Voie lactée de là où tu es. Tu t'installes et tu passes toute la nuit sous la voûte étoilée. Le lendemain, la tension est palpable. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Que faire? Par chance, tu as eu le temps de noter les coordonnées des cercles sur ta carte Google. Et par surprise, tu peux tout consulter sans connexion. Tu suis les coordonnées, mais tu te perds. Tu commences à être nerveux. Tu te dis que tout a été en vain. Mais avec ton équipe, vous remontez dans la voiture et vous roulez encore quelques kilomètres au-delà des coordonnées indiquées sur ton téléphone. Au bout d'un trajet très chaotique, tu n'en crois pas tes yeux. Tu as devant toi un immense cratère dans le sable. Il est entouré de 12 trous plus petits. Du ciel, ça ressemble à une horloge, sans les aiguilles bien sûr. Mais de ta position, les marques sont à peine visibles. Tu aurais pu passer devant sans les voir. En explorant la zone, tu remarques quelque chose de similaire dans tous ces trous. Des câbles de métal, de longs câbles que tu peux tirer du sol. Comme ils sont profondément enterrés, tu commences à creuser, et quelque chose commence à apparaître. Oh oh, on dirait de la dynamite. En voilà une surprise. Mieux vaut arrêter de creuser et éviter un accident. Tu es satisfait de ce que tu as découvert, mais toujours curieux. Que fait là toute cette dynamite? D'où provient-elle? Ton aventure est sur le point de prendre un tour nouveau. En marchant vers ta voiture, tu vois quelque chose qui brille par terre. Tu t'approches de l'objet avec curiosité. Il est arrondi, tout rouillé et ressemble à une boîte de sardines. Qu'est-ce que ça fait ici? Il s'agit d'un nouvel indice sur le mystère des cercles. À tout hasard, tu le ramasses et l'emportes avec toi. De retour en ville, les différentes pièces du puzzle commencent à t'apporter des réponses. Tu montres tes photos et la boîte de sardines à des experts locaux. Ils analysent tout ce matériel et te livrent un verdict étonnant.
Il s'avère que tu étais sur la bonne piste dès ta première hypothèse. Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi était-il nécessaire de continuer à creuser? Eh bien, parce que cette hypothèse n'était qu'à moitié correcte. Les cercles du Sahara n'ont rien à voir avec la prospection sismique. À l'époque de leur formation, cette technologie n'existait même pas. Mais ils sont assurément liés à l'exploration pétrolière. On remplissait autrefois la terre de dynamite pour trouver de l'or noir. Ce sont les entreprises de prospection des ressources souterraines qui sont à l'origine de ces cercles. Et les boîtes de sardines? Ce sont les ouvriers chargés des travaux qui les ont laissés là. Il fallait bien qu'ils mangent, n'est-ce pas? En analysant la conserve, on a constaté que toute cette histoire remonte aux années 50 et 60. Les cercles ne sont donc pas si anciens que ça. Ils sont même plutôt modernes. Eh bien voilà. J'espère que tu t'es amusé à nous suivre dans la résolution de ce mystère. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. La première règle est de ne pas paniquer, dit le guide. Il donne à Michael une combinaison épaisse, même s'il fait très chaud ici. Tu ne pourras pas t'en passer, ajoute-t-il. Michael enfile la tenue et a la chair de poule sur tout le corps. Pourquoi ai-je si froid maintenant? Le guide explique que c'est un tissu rafraîchissant unique. Il sauvera Michael d'un éventuel coup de chaud à l'intérieur de la grotte. Le guide lui donne aussi une bouteille d'oxygène et un masque. « On va plonger ?» demande Michael. « Non, mais tes poumons risquent de se remplir d'eau si tu ne l'utilises pas. » Les genoux de Michael tremblent de peur. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. « Bienvenue dans l'une des grottes les plus dangereuses de la planète », dit le guide en entrant dans l'anfractuosité au pied d'une montagne. Cet endroit s'appelle la grotte des cristaux et il est situé au Mexique. Du magma s'est écoulé ici depuis les entrailles chaudes de la planète, il y a 26 millions d'années. Il n'a cessé de remonter et de se refroidir encore et encore. Il y a eu tellement de magma que cela a formé une montagne. Avec celui-ci, de l'eau riche en minéraux est arrivée. Elle s'est infiltrée dans les tunnels rocheux et a formé une grotte sous la colline. Puis quelque chose d'étrange est apparu dans ces eaux chaudes. Quelque chose qui semblait venir d'une autre planète. Michael descend le long de la corde. Il éclaire l'obscurité sans fond avec sa lampe de poche. L'air devient chaud et lourd. Des particules d'eau microscopiques planent ici. Avec le guide, Michael descend à 300 mètres. C'est plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La température de l'air augmente. Ils ont l'impression de s'approcher du noyau de la Terre. Enfin, la descente se termine et ils se laissent tomber sur la terre ferme. Le guide met un masque à oxygène et dit à Michael de faire de même. Si tu ne peux pas respirer dans un air aussi humide et acide, tes poumons peuvent se remplir d'eau, ce qui aura des conséquences désastreuses. L'air ici donne à Michael l'impression de marcher dans un brouillard très épais. La température atteint 58 degrés, soit plus que dans les déserts les plus chauds du monde. Michael éclaire son chemin et remarque quelque chose de grand, blanc et brillant. C'est une énorme colonne de cristal qui sort du sol et qui s'élève vers le haut. La grotte entière est remplie de ces énormes choses. Elles s'étendent dans différentes directions et s'appuient contre le plafond et les murs. À certains endroits, elles bloquent le chemin et à d'autres, elles forment comme des ponts. Michael grimpe sur l'un des cristaux et marche dessus. Le guide explique que chaque colonne est faite de gypse. Tu connais sans doute cette substance car elle est utilisée pour produire des matériaux de construction bien particuliers, les plaques de plâtre. Michael touche la surface dure de l'une d'entre elles. Il semble qu'une ancienne civilisation aurait pu les construire. Mais le guide explique que tout ce qui se trouve dans cette grotte est d'origine naturelle. Cet endroit a été découvert pour la première fois par 2 mineurs en 2000. Depuis, les scientifiques ont réussi à découvrir que certains cristaux avaient 500 000 ans. On peut aussi y trouver l'un des plus grands cristaux naturels du monde. Cette colonne mesure environ 11 mètres de long et pèse 55 tonnes. Cet endroit a été rempli d'une eau riche en sulfate de calcium, un élément capable de former des minéraux. Une variété incolore de gypse prévaut ici. L'eau et l'air chaud ont aidé à former ces cristaux. L'humidité et la température n'ont pas changé depuis des siècles, de sorte que ces colonnes continuent de croître aujourd'hui. Cet endroit est fascinant. Michael veut rester ici plus longtemps pour explorer la grotte, mais malheureusement c'est dangereux.
Il risque de se perdre ou de glisser sur les roches de gypse. De plus, il commence à manquer d'oxygène, alors ils doivent remonter. Ils sortent de la grotte et se retrouvent nez à nez avec la police. Il s'avère qu'il est interdit aux touristes d'entrer dans la grotte. Même les scientifiques doivent obtenir une autorisation spéciale pour s'y rendre. Et ce pour une bonne raison, puisque la grotte est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Michael et le guide s'acquittent d'une amende et quittent le Mexique. La prochaine étape est l'Italie. C'est une bonne chose que tu aies pris un appareil photo avec toi, dit le guide. C'est l'une des grottes les plus fascinantes du monde. Tu auras besoin du meilleur équipement pour capturer cette beauté. Michael et le guide sont sur un petit bateau. Ils naviguent le long de la côte de l'île de Capri. Heureusement, il n'y aura pas de danger cette fois-ci. Ils s'approchent d'une petite faille à l'intérieur de la montagne. C'est l'entrée de la grotte bleue. Le trou est si petit qu'un seul bateau peut y passer. Michael et le guide entrent dans une autre dimension. La grotte est remplie d'eau. Les murs brillent d'une lumière bleue provenant des profondeurs du lac. Michael prend des photos de la grotte et remarque que l'entrée par laquelle ils sont passés brille d'une lumière blanche éclatante. Ce sont les rayons du soleil qui illuminent la grotte lorsqu'ils y pénètrent. Il y a un autre trou sous l'eau. Les rayons du soleil y pénètrent, emplissant le lac d'une lueur bleue, mais il est déjà temps de ressortir. La prochaine grotte se trouve en Nouvelle-Zélande. Ils arrivent sur l'île du Nord. Il s'y trouve un endroit très profond avec des grottes sinueuses et complexes. Elles sont apparues ici il y a environ 30 millions d'années. Michael et le guide s'approchent de l'entrée de la grotte obscure. Michael allume une lampe de poche. « Débarrasse-t'en !» dit le guide. « Tu n'en auras pas besoin à l'intérieur. » Ils entrent. Michael est tellement surpris que sa mâchoire en tombe. Toute la grotte est remplie de lanternes lumineuses. Ce sont des créatures vivantes, des lucioles qui brillent d'une lumière bleutée. Michael a l'impression d'être sur une autre planète. L'entrée de la grotte est limitée pour ne pas nuire aux lucioles. Les scientifiques utilisent des équipements automatisés afin de surveiller la grotte. Ils contrôlent ainsi la température et le niveau de dioxyde de carbone nécessaires pour maintenir les conditions de vie des lucioles. Si trop de gens viennent ici, le niveau de dioxyde de carbone augmentera. La durée de la visite est également limitée. Alors on demande à Michael et au guide de quitter les lieux. Et maintenant, nous allons voir quelque chose de vraiment effrayant, dit le guide. Tu es prêt? Le prochain arrêt est en Californie. L'endroit s'appelle Moaning Caverns, qui signifie les grottes gémissantes. La grotte semble tout à fait ordinaire de l'extérieur, mais le guide a l'air un peu anxieux. Lui et Michael s'attachent la corde à la ceinture et entament leur longue descente. Le fond est à 50 mètres de profondeur, soit l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cela ne semble pas si grand comparé à la grotte de cristal. À mesure qu'ils descendent, il fait de plus en plus froid et sombre. À ce moment-là, tous les sons provenant d'en haut disparaissent. Ils s'enfoncent lentement dans un silence inquiétant. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Michael, effrayé. « Je crois que j'ai entendu la voix de quelqu'un en bas. » Le guide pose un doigt sur ses lèvres pour faire taire Michael. Un gémissement humain fort et prolongé provient des profondeurs obscures de la grotte. Dans les premières secondes, Michael se fige. Puis il remonte rapidement le long de la corde. Le guide se moque de lui. Ils entendent un autre gémissement. Michael sort rapidement de la grotte et tire sur la corde pour faire sortir le guide. Ce dernier dit que c'est l'une des grottes les plus effrayantes du monde. L'air et le vent circulent dans les profondeurs et créent un son semblable à un gémissement. Les touristes y descendent souvent pour jouer avec leurs nerfs. De plus, on a trouvé environ 100 squelettes humains au fond de la grotte et personne ne sait comment ils sont arrivés là. Michael ne veut pas retourner à l'intérieur. Il demande au guide de lui expliquer comment se forment les grottes. Il s'avère que tout commence lorsque le sol absorbe une pluie acide composée d'eau et de dioxyde de carbone. Le liquide pénètre dans le sol et entre en contact avec les surfaces de roches dures. Lorsque l'eau touche le calcaire ou la dolomite, elle les dissout et contribue à former un espace vide. Chaque année, il y a de plus en plus d'espace autour. La pluie continue de tomber et de s'accumuler dans cette zone ouverte. Ensuite, l'eau forme un ruisseau ou une rivière souterraine. Puis, l'érosion des roches dures commence. Des milliers d'années plus tard, il y a assez d'espace pour qu'un être humain puisse passer. Puis cet espace devient une grotte lorsque l'érosion se combine avec les stalactites et les stalagmites. Elles forment des chambres et des colonnes impressionnantes. Au fait, tu connais la différence entre les stalactites et les stalagmites?
Les stalactites pendent du plafond tandis que les stalagmites sortent du sol. Il faut environ 1 million d'années pour développer de tels paysages souterrains. Ainsi, chaque fois que tu te promènes dans ces endroits, tu entres en contact avec le lointain passé de notre planète. Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est... Ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des 1001 nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'il protège le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple ? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'il commencerait à enquêter au plus tôt et qu'il lui donnerait des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce.
Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique. Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire ? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie. Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure. Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre. Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ? Personne ne s'attendait à une tempête aussi forte. Regagner la côte est trop dangereux à cause des vagues et des vents violents. Mais soudain, tu remarques une petite île verte à quelque distance. Avec ton ami, vous vous trouvez à environ 40 km de la côte du Brésil. Vous étiez en train de pêcher et n'avez pas remarqué les nuages noirs qui s'amoncelaient dans le ciel bleu. Vous vous approchez de l'île inconnue et vous apercevez les gardes-côtes derrière vous. Les hommes vous crient quelque chose, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent à cause du tonnerre qui fait rage. Ils nous disent de ne pas nous approcher de l'île, te dit ton ami. Malgré l'avertissement, vous naviguez quand même jusqu'à elle, car vous n'avez pas d'autre solution. Tout autour de l'île, tu remarques des rochers pointus qui sortent de l'eau, comme des couteaux dans l'obscurité. Tu réalises maintenant ce contre quoi les gardes-côtes t'ont mis en garde, mais il est trop tard. Ton bateau heurte un rocher. Le fond est percé. Vous commencez à couler. La pluie et le vent sont de plus en plus violents. Vous tombez tous les deux par-dessus bord, puis tout devient noir. Au matin, le soleil brûlant et ta bouche sèche te réveillent. Ton ami et l'épave du bateau gisent non loin. Apparemment, il va vous falloir attendre l'arrivée des secours pour repartir d'ici. Maintenant, à la lumière du jour, tu constates à quel point la côte de l'île est dangereuse. Elle est toute entourée de rochers et vous avez de la chance d'avoir survécu. Vous en aller d'ici sera difficile. Avec ton compagnon, vous décidez de chercher des noix de coco et des bananes. Ton ami fouille dans l'épave et en sort un sac de médicaments.
Puis, tous les deux, vous quittez la plage de sable et pénétrez dans la jungle. Au bout de quelques pas seulement, tu entends un sifflement étrange. Tu regardes ton ami, ses yeux sont remplis d'horreur. Un frisson parcourt ton dos. Tu sens quelque chose qui rampe sous tes pieds. C'est comme si le sol était vivant. Tu baisses les yeux et ce que tu vois, ce sont des serpents. Il y en a des dizaines. Ils s'enroulent autour de tes jambes, se glissent entre les arbres, il y en a partout. Ne bouge pas, te dit ton ami. Je crois que je sais où nous sommes. Tu veux lui poser une question, mais la peur t'empêche de parler. Il devine ce que tu voulais dire et répond à ta question. Nous sommes dans l'un des endroits les plus dangereux sur Terre, l'île aux serpents du Brésil. Ce ne sont pas des serpents ordinaires, il s'agit de trigonocéphales insulaires, l'un des reptiles les plus venimeux au monde. On ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète, seulement sur cette île. Ils ont évolué ici naturellement, sans l'intervention d'autres espèces de serpents. Cela a rendu leur venin 5 fois plus puissant que celui des vipères ordinaires. Ils sont pratiquement les seuls propriétaires de ce lieu. Tu ne trouveras nulle part ailleurs dans le monde une telle concentration de reptiles rampants sur un si petit bout de terre. Et maintenant, ils sont heureux car 2 copieux repas viennent d'arriver. Vous avez peu de chances de survivre, mais vous allez essayer. La première chose que tu dois faire, c'est sortir de ta stupeur et trouver un solide bâton. C'est le meilleur outil dont tu puisses disposer pour l'instant. Si tu tombes sur un serpent venimeux, le mieux à faire est de reculer lentement. Mais là, ils sont bien trop nombreux, et ils sont agressifs et affamés. Avec ton ami, vous repoussez les serpents avec vos bâtons, mais il y en a de plus en plus. L'un d'eux tombe d'un arbre sur ton épaule et te mord au cou. Le poison pénètre instantanément dans ton sang et affecte tes muscles. Tu as l'impression que ton corps est en train de fondre. Il t'est difficile de bouger et ton cou se met à gonfler. Ton ami t'attrape et t'emmène au plus profond de la jungle. Ici, parmi les arbres, vous voyez un vieux phare. Le bâtiment détonne vraiment dans ce paysage. Une fois par an, les gardes-côtes s'y rendent. Ton ami défonce la porte et te dépose par terre. Tu as peur de ne pas pouvoir survivre à la morsure, mais heureusement, ton ami est médecin. Il t'injecte l'antidote nécessaire et te sauve la vie. Tu as quelques minutes pour te reposer avant qu'un autre danger ne survienne. Ton ami te dit que ces serpents uniques au monde sont apparus ici il y a des milliers d'années. Cette île a longtemps fait partie du Brésil, puis des crues gigantesques l'ont séparée du continent. Cette partie de la Terre s'est retrouvée coupée du monde, ce qui a favorisé la formation d'un écosystème unique. Les vipéridés qui vivaient ici ont lentement évolué pour devenir des trigonocéphales insulaires. Et ceux-ci sont rapidement devenus les maîtres de l'île, éliminant tous les autres animaux. Mais comment ont-ils réussi à survivre sans nourriture, séparés du reste du monde? Ils y sont parvenus grâce à la nature et à l'évolution. Cette île est un point de transit pour de nombreux oiseaux. Ils s'arrêtent ici pour se reposer lors de leur longue migration. Et ils servent de repas aux serpents. Autrefois, une morsure de serpent ne faisait presque rien aux oiseaux. Effrayés, ils s'envolaient, laissant les serpents sur leur faim. Mais en évoluant, ces créatures rampantes ont développé un poison si puissant qu'une seule morsure suffit maintenant pour qu'un oiseau ne puisse plus jamais repartir. Il existe aussi une légende selon laquelle un pirate aurait caché un trésor ici il y a très longtemps. Et pour que personne ne le découvre jamais, il aurait introduit ces serpents, les gardiens de son or. Bien sûr, personne ne trouvera jamais ce coffre légendaire, mais l'île demeure aujourd'hui encore attrayante pour les pirates modernes. Les trigonocéphales insulaires sont une marchandise précieuse, et des personnes mal intentionnées se rendent souvent ici pour chasser ces reptiles. C'est pourquoi il y a toujours des gardes-côtes autour de l'île. Il est interdit de visiter cet endroit. Et même si quelqu'un parvient à passer les gardes, il devra affronter les rochers. Seuls des biologistes et des scientifiques ont le droit de s'y rendre pour étudier la faune locale. Mais une condition essentielle à toute visite est la présence d'un médecin dans l'équipe qui administrera l'antidote en cas de morsure. Alors voilà, il y a des pirates et des dangereux serpents sur cette île, mais ce n'est pas tout. Il y a pire. Tu entends des bruissements dans tout le bâtiment. Des milliers de petites pattes pianotent sur les murs et le sol. Tu regardes autour de toi et tu vois des centaines de cafards géants. Certains font la moitié de ta main. Ils se glissent sous tes vêtements. Avec ton ami, vous hurlez de terreur et vous vous précipitez hors du phare. Bientôt, vous atteignez la rive et tombez dans l'eau. Il semble qu'il n'y ait plus un seul cafard sous ta chemise. Mais ce n'est pas fini. Tu entends un étrange bourdonnement. Tu regardes autour de toi et tu vois un nuage sombre se former dans le ciel. Ce sont des sauterelles. Des milliers d'insectes volants se dirigent vers toi.
Pour les éviter, tu plonges sous l'eau et tu attends que le nuage passe. Tu remontes à la surface et tu nages jusqu'au rivage. Heureusement, il n'y a presque pas de serpents ici. Vous avez peur de vous approcher de la jungle et vous attendez pendant des heures l'arrivée des secours. Tu dessines nerveusement quelque chose dans le sable et tu te promets de ne jamais revenir dans cet endroit. Enfin, vous apercevez le bateau des sauveteurs. Vous leur dites que vous êtes arrivé ici par accident. Ils vous croient et vous évacuent de l'île. Pendant que vous vous éloignez, tu penses à ce qui se passerait si tous ces serpents venimeux apparaissaient soudain dans un village ou une petite ville. Il est difficile d'imaginer le genre de problème auquel les gens seraient confrontés. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Il existe un endroit sur Terre où les humains doivent partager leur quotidien avec des cobras venimeux. Mais cela ne pose pas de problème. Dans ce village, les gens vivent en paix et en harmonie avec les reptiles. Bienvenue au village de Sheptal en Inde. Cet endroit a une population d'environ 2600 habitants et il est situé dans la jungle. Il y fait très chaud, les gens y sont accueillants et sensibles. Si tu entres dans une maison, tu verras quelque chose qui te semblera impossible. Le cobra royal, dont le venin est l'un des plus dangereux au monde, rampe tranquillement parmi les meubles et mange les œufs et la viande que les gens lui donnent. Il y a même un coin spécial où le reptile peut se reposer du soleil brûlant, boire de l'eau et grignoter. Les habitants aiment le cobra comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Dans ce village, ces serpents sont partout. Ils entrent dans les maisons et les écoles, rampent le long des rues et te tiennent compagnie pendant le dîner. Les gens les considèrent comme des résidents à part entière. Ils les adorent. Les cobras sont habitués aux hommes et ne les perçoivent pas comme dangereux. Et le plus cool, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accident tragique dans ce village à cause d'une morsure. Il n'existe aucun autre endroit au monde où les cobras vivent en telle harmonie avec les gens. Partons à la découverte d'une ville entourée de montagnes et de forêts au nord de l'État de New York. Cette ville, Lake George, est située au bord d'un grand lac. Beaucoup de gens s'y rendent pour pêcher, faire du bateau et d'autres activités aquatiques. Tu peux y croiser de nombreux pêcheurs, des athlètes et ce gars qui crie sur la rive du lac. Lake George est l'un des endroits les plus populaires au nord de... Attends une seconde, quoi ? Un gars qui crie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien ça. Les gens s'approchent de la rive, se tournent vers le lac et les montagnes et se mettent à crier très fort. C'est assez bizarre vu de l'extérieur. Voilà un jeune homme qui crie, puis il part. Une fille prend sa place, elle crie, puis te propose de faire la même chose. Ok, tu prends sa place, tu te tournes vers le lac et tu cries. Waouh! Tu entends l'écho de ta voix. C'est comme si tu avais crié dans un mégaphone géant. Ton cri est distordu. C'est incroyable. Tu t'approches encore de la rive et tu cries une deuxième fois. Mais cette fois, plus rien. Tu t'entends crier normalement. Tu te remets exactement au même endroit qu'auparavant et là, ça remarche. Tu entends encore une fois l'écho. Mais comment c'est possible ? Regarde où tu as mis tes pieds, te dit la fille. Tu te tiens sur une plateforme ronde en béton sur laquelle est gravée une boussole. Sur cette boussole, il y a une carte du lac. Dans le centre de cette carte, il y a deux lignes de la boussole qui se croisent en formant un X. Tous ceux qui se placent exactement à cet endroit entendront un écho incroyable. C'est comme si ton cri passait par une autre dimension avant de revenir vers toi. Mais le mieux, c'est que les personnes qui sont juste à côté n'entendent rien. Ils te voient juste en train de crier normalement. L'écho ne se produit que si l'on est placé sur le X. Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer ce phénomène acoustique et à comprendre les causes de ce comportement des ondes sonores. Ils ne formulent que des hypothèses et des théories. La plateforme en béton est entourée par un petit mur en demi-cercle qui longe le lac. Certaines personnes pensent que la voix rebondit sur ce mur en créant un effet particulier. On peut trouver ce genre de mur en demi-cercle dans de nombreux endroits, mais aucun ne crée un tel effet. Il y a une autre théorie selon laquelle les montagnes et l'eau créeraient cet écho. Une ancienne légende raconte qu'une créature magique est apparue à cet endroit. Elle aurait crié vers l'eau et sa sagesse résonne sur le lac depuis. Je crois plutôt que la voix rebondit sur le mur, mais bon, passons à la visite de l'endroit suivant. Un autre endroit incroyable. En Californie cette fois. Bienvenue sur le lac Berryessa. Approche-toi de la rive et regarde.
Tout a l'air normal. La nature autour est luxuriante, l'eau est claire et calme. Mais il y a un trou énorme dans ce lac, par lequel s'écoulent chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de naturel, ni une porte de l'enfer. C'est le Glory Hole, et il a été créé par les êtres humains. Le lac Berryessa se situe là où se trouvait la ville agricole de Monticello. Au siècle dernier, les habitants ont construit une digue à côté du lac. Lors des saisons pluvieuses, l'eau s'accumulait et débordait de la digue. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont créé ce grand trou. Pour te donner une idée de sa taille, imagine une fourmi qui se balade sur le bord de ta baignoire pendant que de l'eau s'écoule par le drain de celle-ci. Voilà, ce Glory Hole a la taille du trou de drainage pour la fourmi. L'eau est acheminée par un tunnel horizontal vers la baie la plus proche. Le Glory Hole est une attraction locale et il est visité par beaucoup de touristes. Déplaçons-nous dans les Caraïbes pour découvrir un autre lieu fascinant. Au milieu de la mer turquoise, sur l'une des îles paradisiaques, se trouve un lac unique. Toute la forme environnante ressemble à une plateforme en béton. Mais tu ne peux pas te baigner dans ce lac. Sa température est si élevée qu'il dégage de la vapeur. Cette eau n'est pas vraiment de l'eau, mais de l'asphalte liquide. Le lac Peach est le plus grand réservoir de bitume naturel au monde. Il atteint les 75 mètres de profondeur. Un avion de ligne pourrait s'y écraser en position verticale et y couler entièrement. Le lac n'a pas encore été étudié minutieusement. Il pourrait y avoir un creux dans la croûte terrestre situé sous le lac. Des gaz naturels et du pétrole passent par cette ouverture en se mélangeant avec l'eau. Puis, après plusieurs réactions chimiques, ce liquide se transforme en asphalte. On estime que ce lac contient 10 millions de tonnes de matière brûlante. En théorie, aucun être vivant ne peut se développer dans de telles conditions, mais les chercheurs y ont découvert une colonie de microbes. Cela signifie que la vie pourrait exister en dehors des conditions de notre planète. Il y a plusieurs lacs d'hydrocarbures sur la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan, qui ressemblent au lac Peach. Et si les formes de vie les plus simples existent dans ce lac d'asphalte, elles pourraient peut-être aussi survivre sur Titan. Encore un lac peu banal. Il se situe dans la région la plus sèche du monde. Il ne s'agit pas du désert avec ses dunes et ses plaines de sable infinies. Il s'agit de l'Antarctique. Une zone sèche n'est pas forcément une zone chaude. C'est une zone sans précipitation. Un lieu désert n'est pas un lieu chaud avec du sable, c'est un lieu sans vie. On retrouve ces caractéristiques dans certains coins de l'Antarctique. Il y fait tellement froid qu'une tasse de thé se congèle en 1 minute. Mais le lac qui nous intéresse ne gèle pas. C'est plutôt une mare d'ailleurs, car elle est petite et peu profonde. C'est une mare d'eau froide. Cette eau ne gèle pas, parce que le lac Don Juan, c'est son nom, est l'un des réservoirs les plus salés du monde et ce sel empêche l'eau de geler. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs ne savent toujours pas comment le lac s'est formé à cet endroit. Étape suivante, on part au sud de la Tunisie. En 2014, un lac étrange est apparu de nulle part, en plein milieu du désert. Personne ne sait exactement quand ce lac est né, car cette zone est peu peuplée. Les bergers de passage se sont aperçus les premiers de l'existence de ce lac. Ils en ont parlé aux habitants du coin. Quelques heures plus tard, des centaines de personnes se sont déplacées pour se baigner dans l'eau fraîche. L'endroit était devenu très populaire, mais quelques jours plus tard, un phénomène étrange s'est produit. L'eau était devenue vert foncé. Les habitants ne se sont pas inquiétés et ils ont continué à se baigner. Mais lorsque les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, ils ont immédiatement interdit la baignade. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'eau croupie. Ce lac ne se ressource pas grâce à des courants souterrains, ni grâce à la pluie. L'eau est d'abord devenue boueuse et sale, puis ensuite elle est devenue verte. Ce lac contenait des algues et de grandes quantités de bactéries dangereuses pour l'être humain. Les chercheurs ont aussi découvert des réserves de phosphate dans les environs. Cette substance peut se dégrader et devenir radioactive. Les habitants n'ont hélas pas pris les chercheurs au sérieux. Imagine que tu es en train de marcher dans le désert, sous un soleil intense, et d'un coup tu vois un lac vert bien frais. Difficile de résister. La naissance de ce lac reste un mystère. Certains experts pensent qu'il s'agit simplement d'un trou rempli d'eau de pluie.
L'eau s'est probablement accumulée à l'ombre des pierres qui entourent le canyon. Mais selon une autre théorie, plus inquiétante, ce lac se serait formé à la suite d'un tremblement de terre. L'activité sismique a probablement cassé la croûte terrestre au-dessus d'une nappe phréatique. Les sources souterraines se sont infiltrées en surface et ont rempli cette crevasse. Cela signifie que toute cette eau pourrait être drainée d'un coup. C'est un peu comme si tu enlevais le bouchon de ta baignoire. Un autre petit tremblement de terre pourrait tout chambouler. Et dans un tel cas, la terre récupérerait toute l'eau du lac. Espérons qu'il n'y ait pas de nageurs dedans si cela devait arriver. Salut les amis! Savez-vous ce qui est caché dans la tête du président Lincoln? Ou dans la gare de Grand Central Terminal à New York? Aujourd'hui, je vais vous révéler des secrets sur les sites les plus connus d'Amérique dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Au sein des imposantes faces de granit du mont Rushmore, il y a une chambre cachée à l'intérieur de la tête du président Lincoln. Elle a été construite à l'origine pour abriter des documents importants de l'histoire des États-Unis. Le plan initial était de créer une sculpture beaucoup plus grande, représentant plusieurs moments cruciaux de l'histoire américaine. Malheureusement, la réalisation de ce projet s'est avérée bien trop compliquée, et on lui a préféré une salle des archives. La construction s'est arrêtée pendant de nombreuses années, et la pièce est restée inachevée. Cependant, le projet a été relancé à la fin des années 90, et la chambre a pu être finalisée. La salle cachée raconte l'histoire des États-Unis aux générations futures. Une capsule temporelle de l'histoire américaine. Malheureusement, les touristes ne peuvent pas accéder à la pièce secrète car elle est trop difficile à atteindre. Quiconque traverse le terminal de Grand Central pour attraper son train à l'heure sait que cela nécessite beaucoup d'efforts. Certains Manhattaniens cachés se dépensent également dans un autre coin de la gare. Peu de navetteurs savent que la gare de Grand Central abrite un club de tennis depuis des décennies. Il s'adresse principalement aux amateurs de sport des environs et aux groupes d'entreprises, de sorte que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Le Vanderbilt Tennis Club est situé au niveau supérieur et comprend un gymnase complet, un court en dur intérieur de taille normale et même un court junior. Bien qu'il puisse sembler étrange de s'y inscrire, le club de tennis et le club de fitness sont très populaires parmi les habitants. La majeure partie du bâtiment de la Cour suprême est exactement ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Salle d'audience, bureaux et autres espaces de travail généralement ennuyeux. Jusqu'à ce que tu arrives au 5e étage. Le bâtiment dispose d'un terrain de basket caché. Surnommé la plus haute cour du pays, ce terrain est fréquenté par de nombreux employés du building. La pièce était initialement conçue comme un espace de stockage, mais certaines personnes ont commencé à la transformer en un terrain de fortune pour pratiquer leur partie de tennis. La tendance a pris de l'ampleur et finalement, il est devenu le terrain de basket que nous connaissons aujourd'hui. L'un des aspects les plus fascinants des chutes du Niagara est l'utilisation de l'eau qui tombe naturellement pour produire de l'énergie. À plusieurs reprises, les chutes ont été réduites à un mince filet d'eau ou même arrêtées à cause du gel et de la glace. Mais un secret peu connu des chutes est qu'elles peuvent être stoppées. En 1969, le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis l'a fait. Pour produire de l'énergie hydroélectrique, les ingénieurs ont développé des moyens de contrôler le débit et la chute de l'eau afin d'en tirer le meilleur parti. Toute cette eau provoque beaucoup d'érosion, de sorte qu'un petit lifting a été envisagé. Malheureusement, ce plan a quelque peu échoué. Mais cette dame-là n'est pas un échec. Elle est une véritable icône, un symbole d'espoir, l'une des figures les plus reconnaissables au monde, et elle porte des chaussures de taille 879. La Statue de la Liberté est l'une des structures les plus reconnaissables aux États-Unis et dans le monde. En 1886, le monument n'était pas un simple symbole. Pendant 16 ans, la statue a fonctionné comme un phare entièrement opérationnel. Les touristes qui visitent le monument américain peuvent accéder à sa couronne pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais autrefois, il y avait une pièce dans la torche à laquelle on pouvait accéder. Malheureusement, l'échelle menant à cette salle a été endommagée par l'onde de choc d'une explosion proche, rendant la pièce inaccessible de 1916 à aujourd'hui.
et elle n'a plus accueilli aucun visiteur depuis. Lorsque le pont de Brooklyn était en cours de construction, l'ingénieur a fait face à 2 problèmes importants. D'une part, la ville n'avait pas assez d'argent pour payer l'ensemble du projet. Et d'autre part, les établissements vinicoles locaux refusaient de déménager loin de la trajectoire de cette construction. L'ingénieur a réussi à trouver une excellente solution à ces 2 problèmes. Ils ont aidé à financer le pont en construisant des caves à vin et en les louant aux entreprises locales qui avaient besoin d'un espace de stockage supplémentaire. En fait, cette approche était plutôt géniale pour financer le pont. Aujourd'hui, la ville de New York a repris possession des caves et les a débarrassées de leur fonction originale. À présent, elles demeurent principalement inutilisées et sont remplies d'équipements de maintenance. Disneyland est rapidement devenu l'un des sites les plus célèbres d'Amérique. Les fans inconditionnels peuvent penser qu'ils connaissent tous les secrets du parc, mais il se trouve que certains d'entre eux peuvent même surprendre les habitués du parc. Caché derrière une porte anonyme, dans le New Orleans Square de Disneyland, se trouve un restaurant chic et coûteux appelé le Club 33. Si manger ici figure sur la liste des choses à faire pour tes prochaines vacances, tu ferais mieux d'économiser tout de suite. Le prix d'entrée est un peu élevé, puisqu'il faut débourser environ 25 000 $ pour adhérer, plus une cotisation annuelle de 12 000 $. Si tu te sens mal à l'aise à l'idée de ne jamais faire partie du Club 33, peut-être que cela te remontera le moral. La liste d'attente peut s'étendre jusqu'à 14 ans, et même Walt Disney lui-même n'a jamais pu la voir de son vivant. Le Golden Gate Bridge était autrefois le plus long pont suspendu du monde. Cet exploit d'ingénierie de 2,7 km de long a été achevé en 1937. Si beaucoup de gens savent que le pont est constamment repeint, savais-tu que la couleur de la peinture, qui semble rouge, s'appelle en fait International Orange? Il est intéressant de noter que la couleur n'était qu'un après, mais qu'elle s'est avérée très visible à travers l'épais brouillard. Le plan initial pour la couleur du pont était d'être noir avec des rayures jaunes afin de maximiser sa visibilité pour les navires de passage. C'est une combinaison assez moche, je trouve. La plupart des personnes qui visitent le Lincoln Memorial sont impressionnées par sa taille et par la vue du miroir d'eau qu'il surplombe. Certains passent même tout leur temps à essayer de trouver la célèbre coquille gravée sur les murs. Dans la phrase « With high hope for the future », le sculpteur a épelé par erreur le mot « future » avec un « e » au lieu d'un « f ». Oui, ils ont bien essayé de la combler, mais la coquille est toujours visible. Visiter le Gateway Arch pour admirer la ville de Saint-Louis, c'est comme remonter dans le temps. La plupart des visiteurs ne savent pas que l'arche donne également un aperçu de sa construction. Bâtie pour résister aux tremblements de terre et aux vents violents, l'arche peut bouger et se plier jusqu'à 50 cm en cas de vent violent. L'arche est le plus haut monument national des États-Unis, avec ses 192 mètres. Peu de gens réalisent qu'elle fait également 192 mètres de large. C'est impressionnant. Le plus curieux dans cette construction spectaculaire n'est pas seulement son histoire, mais le fait qu'elle renferme aussi l'histoire de plus de 600 000 personnes de Saint-Louis. Sous l'hôtel de luxe Waldorf Astoria se trouve une plateforme isolée appelée Track 61 qui fait partie du terminal de Grand Central. Un wagon qui semble avoir été conçu pour le président Franklin Delano Roosevelt a été abandonné dans la station pendant des décennies avant d'en être retiré. Ce wagon privatif avait pu se garer dans la station souterraine où il pouvait aller et venir à l'abri du regard du public. Malheureusement, ce wagon s'est avéré ne servir qu'à transporter des pièces de matériaux de construction, ce qui est loin d'être aussi cool que de transporter un président. La Liberty Bell présente l'une des réparations les plus célèbres de l'histoire. Enfin, il s'agit plutôt d'un manque de réparation. La cloche a été testée, fendue et réparée dès sa réception. Et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Après près de 90 ans d'utilisation, une fissure étroite a été observée dans la Liberty Bell dans les années 1840. Lorsque la ville de Philadelphie a voulu réparer la cloche en 1846, les métallurgistes ont en fait aggravé la fissure.
Des tentatives ont été faites pour réparer la déchirure existante dans la cloche, mais elle s'est ensuite fracturée de manière irrémédiable. Après tout cela, elle a dû être mise hors service pour de bon. La cloche que nous voyons aujourd'hui n'est en fait qu'une réplique. Aucune personne vivante aujourd'hui n'a entendu le son réel et original de la cloche. C'est tout pour aujourd'hui. Et les amis, rappelez-vous qu'on apprend quelque chose de nouveau chaque jour avec Sympa. L'Antarctique est le continent le plus isolé de la planète. Il renferme 90% de la glace du monde, mais il est considéré comme un désert car les précipitations annuelles n'y dépassent pas 300 mm. Difficile de croire que c'est un désert rien qu'en le regardant, puisqu'il est blanc et plein d'animaux sauvages. Mais l'Antarctique n'est pas seulement ce qu'il semble être en surface, car tant de choses sont cachées en dessous, et même au-dessus. L'Atlantide a longtemps été un mystère pour l'humanité. A-t-elle jamais existé? Et si oui, où était-elle située? L'une des théories soutient que la civilisation atlante aurait pu prospérer et s'épanouir sur le continent antarctique lorsqu'il n'était pas encore recouvert de glace. En raison des ères cycliques de la Terre, c'est-à-dire l'alternance de périodes de glaciation et de périodes interglaciaires, on pense que l'Antarctique a été à une époque une forêt tropicale. Et une récente photo de Google Earth a permis de découvrir des ruines intéressantes, enfouies profondément dans le lit d'un lac du continent blanc. On ne sait pas exactement à quelle civilisation appartenaient ces vestiges, mais certains experts pensent qu'il pourrait s'agir de l'Atlantide. Ces lacs gelés de l'Antarctique renferment encore bien d'autres choses dans leur profondeur. Dans les années 1970, les scientifiques ont été surpris de trouver de grands lacs sous les plaques de glace du continent gelé. On pense que plus de 400 lits de lacs existent sous les couches de glace. Le lac Vostok, par exemple, le plus grand lac sous-glaciaire, y est enfoui sous 3 km d'épaisseur de glace. Des grottes de glace bleue immaculée s'y cachent aussi. L'eau de ces lacs reste liquide grâce au faible niveau de chaleur géothermique provenant du noyau de la Terre. Et les scientifiques pensent que certains lacs ont environ 15 millions d'années. Parmi les phénomènes uniques qui se produisent sur le continent, l'Antarctique abrite une chute d'eau extrêmement bizarre. En 1911, un géologue australien s'est interrogé sur ce qu'on appelle les chutes de sang. Il était très perplexe devant ce flot de liquide rouge qui se déversait d'une petite colline parmi les glaces de l'Antarctique. Après des années d'études, on a compris que la cause de cette coloration était la forte teneur en fer de l'eau. La dernière pièce du puzzle s'est emboîtée lorsque les scientifiques ont découvert qu'il y avait à proximité un lac souterrain dont l'eau était remplie de fer oxydé qui était à l'origine des chutes de sang. En parlant de mystère, cette photo peut être assez déroutante. Pourquoi diable quelqu'un aurait-il besoin de retirer de l'argent en Antarctique? Eh bien, faisons d'abord un petit point historique. En 1956, les États-Unis ont fondé la station de recherche McMurdo, qui reste à ce jour le plus grand centre scientifique du continent. Au pic de la saison, la station accueille entre 200 et 1000 scientifiques. Et ces personnes ont besoin d'argent pour acheter du café, des pizzas et d'autres choses pour répondre à leurs besoins quotidiens. C'est pourquoi la banque Wells Fargo a décidé d'y installer un distributeur de billets. Et ils ont même établi un record du monde Guinness de cette façon. Le distributeur Wells Fargo de la station McMurdo est le plus méridional du monde, ainsi que le plus isolé. Il n'y en a pas d'autre à des milliers de kilomètres à la ronde. Les températures glaciales de l'Antarctique peuvent rendre le continent hostile à la vie humaine. D'ailleurs, l'Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de notre planète. La température moyenne le long des côtes est d'environ moins 10 degrés Celsius. Mais si tu t'enfonces dans l'arrière-pays, il fait encore plus froid. L'intérieur du continent peut enregistrer des températures d'environ moins 57 degrés. Le bon côté des choses, c'est que ces conditions glaciales rendent possible certains phénomènes hypnotiques comme les bulles de glace. Ces bulles gelées à l'intérieur de certains lacs antarctiques sont des bulles de méthane. Le gaz libéré lors de la fonte des glaciers finit par geler pendant sa remontée et donne lieu à ce magnifique spectacle. Il y a quelques années, les scientifiques ont été surpris par un trou géant de la taille des Pays-Bas ou du lac Michigan dans un lac antarctique.
Ce genre de trou est appelé polynie, et c'est un phénomène naturel sur le continent. Mais celui-ci est le plus grand que les scientifiques aient vu depuis les années 1970. Les polynies sont des trous massifs dans une mer de glace. La plupart d'entre eux apparaissent le long de la côte, mais celui-ci a été découvert dans la mer de Weddell, bien plus loin des côtes. Les scientifiques tentent encore de comprendre comment cela s'est produit et quelles sont ses implications pour le climat de la région. L'une des caractéristiques du continent semble complètement artificielle et a même suscité plusieurs théories concernant ses origines. Cette formation ressemble exactement à d'autres pyramides faites par l'homme, n'est-ce pas? La seule différence est qu'il s'agit en fait d'une formation rocheuse naturelle et qu'elle existe depuis très longtemps. Elle a été découverte pour la première fois lors d'une expédition dans les années 1910 et a été gardée secrète depuis. Elle a été surnommée la pyramide, mais son nom scientifique correct est Nunatak, qui signifie simplement un pic de roche dépassant d'un glacier ou d'une couche de glace. Il existe d'autres pics célèbres qui ressemblent à des pyramides, comme le Cervin en Suisse. Donc non, ce n'est définitivement pas une construction humaine. La liste des découvertes fascinantes sur le continent glacé continue. Alors qu'un programme d'intelligence artificielle analysait un ensemble de données sur l'Antarctique, il est tombé sur une découverte étonnante. Il pourrait y avoir jusqu'à 300 000 météorites non découvertes dans le champ glacé du continent. Des météorites tombent sur le continent depuis des millions d'années. Mais ce n'est qu'il y a 110 ans que la première a été trouvée. Et devine quoi? Récemment, des chercheurs ont trouvé une météorite martienne en Antarctique de l'Est. C'était la plus grosse trouvée au cours des 25 dernières années et elle pesait environ 75 kg. En général, le feu et la glace sont une combinaison plutôt délicate. Donc, il est peu probable que l'Antarctique abrite un volcan actif, n'est-ce pas? Et pourtant, si. Le volcan, connu sous le nom de mont Erebus, est le volcan actif le plus au sud du monde. Du magma liquide et de la lave bouillonne depuis des millénaires. En réalité, le mont Erebus est actif depuis plus d'1 million d'années. Et c'est le deuxième plus haut volcan de l'Antarctique avec une hauteur de 3600 mètres. Nous avons déjà mentionné le fait que l'Antarctique n'a pas toujours été glacée. Mais pourrais-tu imaginer une immense forêt tropicale couvrant tout le continent? Ce n'est pas de la science-fiction, c'était la réalité. Des impressions de feuilles et du bois fossilisés montrent clairement des signes d'arbres tropicaux dans la région. Les recherches sur les fossiles ont également révélé quelque chose de fascinant. L'Antarctique abrite le plus vieux ver du monde. Selon National Geographic, des fossiles trouvés en Antarctique révèlent une espèce de ver disparue depuis longtemps et âgée d'environ 50 millions d'années. Les scientifiques affirment que cette découverte est cruciale pour étudier certaines relations évolutives et que cela n'a été possible que grâce à la congélation de tels échantillons pendant des milliers d'années. L'Antarctique est un continent riche en biodiversité. Les pingouins, les ours polaires et les phoques ne sont que quelques-uns des animaux qui vivent là et dont nous avons connaissance. Mais il existe aussi une espèce de poisson rare et fascinante qui peuple les eaux de l'Antarctique. Connue sous le nom de poisson transparent, cette espèce est aussi bizarre que belle. Ce poisson a dû s'adapter pour survivre aux températures glaciales de l'eau en Antarctique, à tel point qu'il a évolué en un être unique. En plus d'avoir un corps transparent, ce poisson a un sang transparent, ce qui le rend complètement transparent. Et ce, parce qu'il lui manque la protéine hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Quand tu penses à l'Antarctique, tu penses probablement aux icebergs, n'est-ce pas? Voici donc quelques faits amusants à leur sujet. Savais-tu que les icebergs ont une durée de vie d'environ 3000 ans? Et qu'avec le Groenland, l'Antarctique est l'une des principales sources d'icebergs au monde? D'autre part, les icebergs peuvent atteindre jusqu'à 210 mètres de profondeur sous la surface de l'eau, et environ 90% du volume d'un iceberg est immergé. D'où l'expression « ce n'est que la partie émergée de l'iceberg ». Jouons à un petit jeu de devinette. Je vais citer les sites touristiques qui figurent sur ta liste de choses à faire avant de mourir. Machu Picchu, le Colisée, Petra, le Taj Mahal. Ai-je au moins trouvé l'un d'entre eux? Je dois avouer que j'étais en train de les choisir de la liste des 7 nouvelles merveilles du monde. Cette liste a été officiellement achevée en 2007, après un vote mondial. Qu'est-il advenu de l'ancienne liste? Elle a été établie au IIe siècle avant notre ère.
Et il ne reste de cette liste qu'un seul site. Les pyramides de Gizeh. Fais tes valises. Nous partons au Pérou, où se trouve le majestueux Machu Picchu. Lorsqu'il a été découvert en 1911, son explorateur pensait avoir trouvé la cité perdue des Incas. Plusieurs décennies plus tard, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de la même ville. En outre, 3 familles de fermiers y vivaient encore, de sorte qu'on ne pouvait pas vraiment parler de cité perdue et oubliée. Il n'est pas étonnant qu'on s'y plaise tant. Les pierres qui composent les bâtiments sont taillées avec une telle précision et s'emboîtent si étroitement qu'il est impossible d'y glisser une carte de crédit. Cela a permis à la ville d'échapper à de graves tremblements de terre qui sont fréquents à cet endroit. Les bâtiments dansent sous l'effet des secousses et se remettent en place. Et grâce à la façon dont ils sont disposés, tu peux voir le soleil se lever ou se coucher juste derrière les pics principaux. Les jours importants pour les Incas. Plus de la moitié, 60% de toutes les constructions du Machu Picchu ont été réalisées sous terre, de sorte qu'on ne peut même pas les voir. Le plus beau, c'est qu'il reste encore des choses à découvrir si tu veux inscrire ton nom dans l'histoire. Notre prochaine étape se situe dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Le puissant Chichén Itzá se dresse ici depuis plus de 1500 ans. La structure comporte exactement 365 marches. Tu pourras les compter lors de ta prochaine visite, si tu ne me fais pas confiance. Les Mayas, qui ont construit l'ensemble, étaient passionnés d'astronomie. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient construit autant de marches qu'il y a de jours dans l'année. De plus, si tu te trouves ici au moment de l'équinoxe de printemps ou d'automne, tu remarqueras que les ombres projetées par le soleil couchant donnent l'impression qu'il y a un serpent qui descend les marches. Le serpent à plumes était l'une des principales divinités de l'ancien Mexique. Chichén Itzá a été un centre urbain très actif. Il a connu des hauts et des bas. Et à l'arrivée des Espagnols, au XVIe siècle, il était pratiquement abandonné. Les premières photos que nous avons de l'endroit datent de la fin du XIXe siècle. On dirait que la pyramide en terrasse était beaucoup plus végétalisée en 1892. La seule source d'eau douce dans ce climat sec était constituée par les cénotes, ou dolines remplies d'eau. Il y a 4 cénotes visibles, et la pyramide du temple se trouve probablement au sommet d'un autre cénote. Les archéologues recherchent des tunnels pour y pénétrer. Pour voir notre prochaine merveille, tu dois être prêt à partager avec environ 15 000 autres. C'est le nombre de personnes qui visitent chaque jour la statue du Christ Rédempteur. La statue se trouve au-dessus de la montagne Corcovado et pèse environ 635 tonnes. Il n'a pas dû être facile de la soulever jusqu'ici. En fait, elle a été livrée en plusieurs parties. Un sculpteur français, Paul Landowski, a réalisé plusieurs pièces de la future sculpture en argile. La tête et les mains ont été réalisées en taille réelle et le corps a été agrandi sur place. Les parties de la statue ont été découpées en cubes, puis coulées dans du béton et assemblées. Les ouvriers préparaient le ciment sur place et transféraient tous les outils par un petit chemin de fer à crémaillère que les touristes utilisaient pour monter la colline. La statue est la meilleure preuve que la foudre frappe plus d'une fois au même endroit. C'est sans doute à cause de sa position au sommet de la montagne que ses doigts, sa tête et ses sourcils ont été endommagés par les tempêtes. Il est temps de passer à autre chose. Cette fois, nous allons à Agra, en Inde. Oui, pour voir le Taj Mahal. Cette belle construction rose. Attends, elle n'a pas toujours été blanche? Le Taj Mahal change de couleur en fonction de l'heure. Il est rose pâle ou gris nacré au lever du soleil, blanc cristallin à midi, et le coucher du soleil le peint en orange bronze. Le soir, il peut même sembler d'un bleu translucide. Et ce n'est pas la seule illusion d'optique. Lorsque l'on se dirige vers la porte principale, le bâtiment semble gigantesque. Mais plus on s'en approche, plus il paraît petit. Les minarets, ou tours, des deux côtés, peuvent sembler parfaitement droits. Mais en réalité, ils penchent vers l'extérieur. C'est une question d'équilibre esthétique, mais aussi pour éviter que les tours ne tombent sur le bâtiment principal en cas de tremblement de terre. Pour une construction achevée au XVIIe siècle, le Taj Mahal a l'air comme neuf. C'est parce qu'il bénéficie régulièrement d'une journée de spa. On lui applique un véritable masque de boue pour le visage, qui est une recette traditionnelle pour conserver son éclat. J'ai un petit creux à cause de tous ces voyages. Et si on allait en Italie manger des pâtes? Je plaisante. La vraie raison serait de voir le Colisée, bien sûr. Son nom d'origine était l'amphithéâtre Flavien, car il a été construit par la dynastie des Flaviens. Le nouveau nom vient probablement de la statue colossale en bronze de l'empereur Néron, qui se trouvait autrefois à côté de l'édifice.
Le molosse de la statue était le colosse de Rhodes. Au cours de ses presque 2000 ans d'existence, le Colisée a subi au moins 3 grands incendies et 4 tremblements de terre. Il a été endommagé, réparé et reconstruit à de nombreuses reprises. L'impressionnante construction accueillait autrefois jusqu'à 80 000 spectateurs. Ce qu'ils ont vu n'était pas nécessairement aussi cruel que Hollywood nous l'a fait croire. La plupart des combats de gladiateurs étaient soumis à des règles strictes. Parfois, le public se lassait du spectacle et les participants sortaient de l'arène. Lorsque le Colisée a cessé d'être une arène pour ses spectacles effrayants, il a servi de cimetière, de lieu de culte, de logement, d'atelier pour les artisans et les marchands, de siège d'un ordre religieux et de château fortifié. Aujourd'hui, il est ouvert au public et tu peux découvrir son labyrinthe souterrain. Es-tu prêt pour la prochaine merveille? Il s'agit de la cité perdue de Petra, ou plutôt la ville redécouverte, qui était autrefois très riche et dynamique, puis a été abandonnée et retrouvée en 1812. La ville entière est faite de grès, et bien qu'elle soit située dans le désert, elle a connu des pluies assez fortes. Malgré tout, elle a perduré pendant 2000 ans grâce à des ouvriers très qualifiés. Le balayage laser moderne a montré qu'ils ont placé des marches géantes dans la montagne pour vérifier la qualité de la roche et tailler les bâtiments sans risquer leur vie. Et comment les hommes ont-ils survécu dans ce désert sans eau? Les Nabatéens, qui vivaient ici, ont mis au point tout un système de conduits, de barrages et de citernes, pour s'assurer d'avoir assez de liquide vital pour toute l'année. Si tu es en mode Indiana Jones, il te reste encore beaucoup à découvrir à Petra. Les archéologues estiment que nous ne connaissons aujourd'hui que 15% de la ville, et que le reste est encore caché sous terre. Terminons notre visite par le plus grand ouvrage construit par l'homme au monde. Oui, il s'agit de la Grande Muraille de Chine. Elle s'étend sur plus de 21 196 km, de la mer de Bohai à l'est jusqu'au désert de Gobi à l'ouest. Mais ne te fie pas aux mythes populaires. Tu ne verras pas vraiment la muraille depuis la Lune. Il a fallu plus de 2000 ans pour l'achever, et une bonne quantité de matériaux de construction, principalement des briques et des blocs de pierre taillés. As-tu déjà gravé ton nom sur un arbre ou pire encore sur un lieu célèbre? Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Les gens qui ont construit le mur ont fait de même. Certaines des briques, qui datent essentiellement de la dynastie Ming, comportent des données telles que le lieu de production, le nom de la famille de la brique et les responsables. Il s'agit d'une forme de contrôle de la qualité. Si quelque chose arrivait à l'une des briques, il serait facile de trouver le responsable.